Cette hebdo édition du dimanche 10 juillet 2022. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Assemblée nationale, le débat d'orientation budgétaire prévu le 5 juillet dernier n'a pas eu lieu quand on sait que le régime financier de l'État du Cameroun de 2018 fixe les délais pour soumettre le dossier à l'appréciation des députés avant le 1er juillet. Ces derniers ont décidé de lancer une opération blocus pour faire respecter leur institution. En gros, le gouvernement de la République n'a pas respecté les délais de dépôt et des députés sont sortis de leur gang. Le débat n'a donc pas eu lieu après la présentation des grandes lignes du document par le MINFI. Les députés du Rassemblement démocratique du peuple camerounais majoritaire à la Chambre basse du Parlement ont adopté le texte par acclamation. Les prix du marché au Cameroun au 27 juin 2022, de 1000 francs au 1er mai, 1,5 litre d'huile de palme est désormais vendu à 1500 francs CFA. Et pour 1 litre d'huile raffinée, il faut désormais prévoir 1500 francs également. Le kilogramme du maquereau est lui passé de 1850 francs à 2200 francs CFA. Comme ces produits, de nombreux autres sont vendus un peu plus cher au Cameroun ces derniers jours. Inflation, on en parlait déjà il y a quelques semaines, quelques mois, mais au lieu de s'améliorer, la situation est allée en s'empirant. Que faut-il désormais faire ? On parle de tous ces sujets avec vous, Mathurin Biol. Vous êtes militant du Social Démocratique Front. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Merci de m'avoir invité. Bonjour à vous, bonjour à mes companélistes et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de vous féliciter après votre récente nomination. Félicitations. Merci. C'est une marque de confiance que le chairman m'a accordée. Donc, je pense que là, je vais rendre satisfaction à l'ensemble des militants de mon parti en produisant le résultat qu'ils attendaient de nous. Alors, vous dites à l'ensemble des militants de votre parti, il faut quand même reconnaître que ces nominations ont eu pour effet de diviser votre parti. Est-ce que vous êtes gêné par l'effet que ça a produit? Non, pas du tout. Ça montre simplement l'intérêt que les militants accordaient à ces responsabilités-là et que certains, n'est-ce pas, sont frustrés d'avoir plus la conscience de la direction du parti. Et ça montre simplement que nous devons travailler, n'est-ce pas, d'arrache-pied afin que les militants soient satisfaits de ce que nous qui avons été choisis, nous ferons et que évidemment le parti soit élevé et porté vers le destin qu'on souhaite pour lui, c'est-à-dire un grand destin. Vous parlez de frustration, mais on a l'impression, j'insiste sur la division, que ça a davantage accentué cette division entre Joshua aussi et Jean-Michel Nintu. Bon, je ne sais pas si ça accentue la division ou la division entre ces deux cadres du parti. Je sais que chacun travaille avec ce qu'il a comme compétence, avec ce qu'il a comme capacité, et les deux travaillent, n'est-ce pas, pour le bien du parti. Les militants vont juger le moment venu au Congrès, qui des deux, en tout cas, s'ils sont candidats pour la présidence du parti. Et jusqu'ici, il n'y a qu'un seul qui a déclaré sa candidature, c'est l'honorable Jean-Michel Nintu. Mais s'ils venaient à être tous les deux candidats, je pense que les militants vont décider lors du congrès qui se tiendra l'année prochaine. Sauf que vous pensez que le SDF n'a pas besoin d'un leader comme Jean-Michel Nintu. Je veux dire, vous l'avez récemment, ces propos, vous les avez récemment tenus sur une radio de la place. Le SDF n'a pas besoin d'un leader clivant comme Jean-Michel Nintu. Aujourd'hui, vous êtes capable d'affirmer, de continuer d'affirmer ça? Oui, c'est mon point de vue. Je pense que Jean-Michel Nintu, à la tête du parti, n'est-ce pas, transformera ce parti en un parti régional. Donc, régional, c'est-à-dire? Non, un parti régional, nous avons besoin d'un parti national. Et pour que le SDF reste un parti national, il faut quelqu'un, n'est-ce pas, qui rassemble. Et pour moi, personnellement, c'est mon opinion, l'honorable Joshua aussi est la personne indiquée pour diriger le parti. Donc c'est mon opinion, c'est ce que je dis partout. Je veux dire, jusqu'ici, quels sont les actes qu'ont posés Jean-Michel Nintu pour que vous pensiez que à sa tête, avec lui au SDF, à la tête du SDF, le SDF deviendra un parti régionaliste? Le SDF, parce que vous savez, quand quelqu'un scrute les nominations du président de la République, par exemple au Conseil supérieur de la magistrature, n'est-ce pas, et qu'il ne cherche que les ressortissants d'une certaine région, et lorsqu'il ne les voit pas, il commence à dénoncer cela, surtout dans tous les médias. Moi, il me donne l'impression d'être plus intéressé par la défense des intérêts de cette région-là plutôt que par la défense des intérêts de la nation. Moi, il ne me viendrait pas en idée d'aller chercher dans une nomination de M. Bia, n'est-ce pas, les ressortissants de la région ou alors du département d'une CAM. Moi, je suis du département d'une CAM, ça ne m'intéresse pas. Du moment où on travaille pour la République et qu'on travaille pour le pays, ça me convient, ça me suffit. Donc, de telles revendications me font croire que s'il venait à être président
national du parti serait beaucoup plus intéressé par les intérêts d'un clan plutôt que par les intérêts de toute la nation. Donc jusqu'aujourd'hui, vous réitérez ces propos, Jean-Michel. Je les réitère. Un leader clivant, un chauffeur de salle également, vous aviez tenu ces propos-là, un chauffeur de salle. Oui, pour le parti. Vous savez, dans une organisation, on a besoin de tous les caractères. On a besoin de toutes les compétences. Il semble qu'il a une compétence de quelqu'un qui aime chauffer les salles. Alors, on peut au moins l'utiliser dans le parti comme tel. Et c'est ce que moi j'ai toujours dit. Donc, il peut permettre de chauffer les salles. C'est quoi chauffer les salles? Chauffer les salles, c'est-à-dire que toutes les formations politiques ont besoin de quelqu'un qui peut haranguer, n'est-ce pas? Haranguer les foules. Pas les foules, qui peut haranguer les salles, maintenant chauffer, animer. Et on a besoin à une autre période de quelqu'un qui tient un discours républicain, un discours véritablement rassembleur, un discours qui rassure. Et dans la période dans laquelle nous sommes actuellement, celui qui tient un discours qui rassemble, un discours qui rassure, un discours qui apaise, n'est-ce pas? Vu le contexte, vous savez que le Cameroun actuellement, nous avons pratiquement 8 régions qui sont dans une insécurité totale. Le Cameroun est dans une situation catastrophique. Donc on a besoin de rassurer les Camerounais et de leur faire comprendre que voici la manière par laquelle on va diriger le pays si on est au pouvoir et que ce ne sera pas tout simplement, n'est-ce pas, de revendiquer, mais on a aussi des propositions, on a aussi une vision et c'est cette vision-là qu'on doit expliquer et présenter de façon calme, de façon posée, de façon rassurante. Et tout le Cameroun veut rassurer les militants de tous les partis politiques, que ce soit le MRC, que ce soit l'AFP, que ce soit l'UPC, ont besoin d'un discours qui rassure, non pas un discours qui divise et qui construit les murs, qui construit les barrières. Est-ce que vous direz qu'à la date d'aujourd'hui, pour sortir, la personne Jean-Michel Nithieu fait plus de bien ou alors plus de mal au STF? Bon, je ne sais pas si on va focaliser tout sur M. Nithieu. Je veux dire, c'est pour sortir, hein? Oui, mais en réalité, de mal ou plus de bien, vous voyez, pour l'instant, ce haut cadre du parti a affiché des positions qui étaient parfois des positions anti-parti. Vous vous souvenez que à l'Assemblée nationale, nous avions décidé de soutenir le plan de reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, n'est-ce pas? Et l'honorable Jean-Michel Nithieu est monté au pupitre pour exprimer clairement la position officielle du parti. Mais quelques temps après, on a vu un autre député, toujours du SDF, venir dénoncer ce plan, venir contester cela et dire que ce n'est pas la position du parti. Vous voyez que créer ici une cacophonie dans une formation politique, ça ne peut pas être salué, c'est de l'indiscipline, ça ne peut pas être encouragé. Vous savez que récemment, le 20 mai, il avait été dit par le chairman que les militants du SDF, n'est-ce pas, devaient aller défiler là où ils pouvaient le faire. Mais malheureusement, on a encore suivi de la part du même député, M. Nithieu, un discours qui était totalement en opposition avec l'orientation que donnait le chairman. Vous comprenez donc que moi, militant, à l'époque quand j'étais militant de base, maintenant je suis membre du NEC, je ne peux pas, n'est-ce pas, soutenir de telles positions. Voilà pourquoi je suis véritablement toujours en train de dire que ces positions sont des positions anti-parti, c'est des positions totalement indisciplinées et qui ne peuvent pas être admises dans un parti politique. Merci d'être avec nous ce dimanche. Professeur Jacqueline Koyok, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Madame Léla et merci une fois de plus de m'avoir convié. Je m'excuse un peu pour le retard. Si je vous taquine en vous disant, professeur, on est habitué à vos retards quand même. Je ne suis pas souvent en retard. Professeur. Moi, j'étais avant vous avez professeur. Alors, professeur Koyok, alors partant de cette conférence de presse sur la dévolution du pouvoir suprême au Cameroun, qui a été tout d'abord autorisée, je suis certaine que vous en avez entendu parler la semaine dernière, tout d'abord autorisée avant d'être interdite. À Yaoundé, j'ai envie de vous demander, est-ce que le débat sur la succession est tabou au Cameroun? Je me dis en réalité, parfois les gens ne savent pas quelles peuvent être les thématiques qui peuvent intéresser les Camerounais. Je crois que ce problème a déjà été résolu. Parce que quand quelque chose a trouvé une solution constitutionnelle, je ne vois pas un citoyen, un individu qui irait à l'encontre de ce que dit la Constitution pour vouloir imposer autre chose. Le débat sur la succession au Cameroun est connu de tout le monde, que ce soit au niveau
d'une élection normale, ou alors au niveau où il y aurait problème avec le leader actuel. Mais je crois que tout a été résolu. Mais si quelqu'un veut simplement aller renforcer les capacités de ses militants, il faut qu'il appelle cela le renforcement des capacités. Parce que ce débat n'apporterait rien s'il n'est pas à la suite de ce que dit déjà la Constitution. Mais l'attitude tout a déjà été dit. Oui, l'attitude de l'autorité justement de Yaoundé Ier qui autorise tout d'abord cette conférence et qui l'interdit plus tard. Oui, mais parce qu'il est sur le terrain, quand il autorise, après il suit ce qui se dit autour de lui, il a peur que cela puisse troubler l'ordre public et il est dans son rôle de le faire. D'accord. Pour sortir rapidement et en vous taquinant, vous avez déjà été payé les enseignants à l'université de Douala? Même si j'étais payé, je n'allais pas venir le dire sur un plateau. Donc la dernière fois justement, vous l'avez dit sur le plateau que vous n'aviez pas été payé. Oui. C'est pour ça que c'est la même chose aujourd'hui. Ah, vous n'avez toujours pas été payé. Et puis je vous ai dit la semaine dernière, vous avez suivi Dieudonné Essomba qui a dit, voilà, moi je ne dirais pas exactement comme lui, mais vous l'avez suivi. Et je me dis, en réalité, tout est en train d'être fait pour que les enseignants soient payés. D'accord. C'est vrai que ce n'est pas le même discours que vous aviez. Vous étiez un peu plus courroucé la dernière fois que je vous ai eu sur ce plateau. Non, mais j'avais dit aux ETA, vous barrez au OTA ou au TS. Il y avait aussi OTA. Oui. Et je leur avais dit, vous bagarrez, vous venez sur les plateaux parler de votre ministre pour quelques centaines de milliers, alors que nous, on est dans les millions. D'accord. Nous, on réclame des millions à notre université et l'université se bat pour que nous ayons notre argent, puisqu'il a été demandé que cette dette puisse être épongée. J'ai l'impression que le professeur a été tapé sur les doigts après son dernier passage ici. Merci, professeur, d'être avec nous ce dimanche. Mais je ne sais même pas, je ne sais pas, mais personne n'en a parlé. Et puis, tel que j'ai dit ça, je ne faisais que dire la vérité. Oui. Face à vous, Emmanuel Kounié, économiste, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonjour, monsieur Kounié, et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour, madame Lila, et merci de m'associer à cette réflexion de ce matin. Je suis heureux d'être là. Je dis bonjour à tous les Camerounais, à tous ceux qui nous regardent, et également à mes prisonniers politiques qui sont séquestrés par la dictature depuis très longtemps et qui en souffrent, quitte à ce que on puisse, n'est-ce pas, à un moment donné, regarder leur cas, mais j'ai l'impression que ceux qui nous gouvernent pensent que ce ne sont pas des êtres humains. Certains ont été condamnés déjà. C'est des otages, c'est des décisions politiques qui ont été transformées en décisions judiciaires. Et ça nous embête d'être dans un pays où les gens font ce qu'ils veulent, qui violent la loi. Parce que la loi est claire par rapport à cette affaire. C'est-à-dire que quand vous avez fait des marches illégales, le maximum de peine c'est 6 mois, mais elle les a conduits dans un tribunal militaire qui distribue les peines à l'appel. Et puis nous voilà, n'est-ce pas, pris dans l'étau d'une affaire très compliquée que personne ne comprend. Et puis, bon, les gens trouvent que ça ne les concerne pas. Et il faudrait bien qu'ils aient d'autres problèmes pour comprendre que la dictature n'est l'ami de personne. Parce que chacun a son tour chez le coiffeur. Donc nous, on essaie de nous battre comme on peut pour essayer d'améliorer leurs conditions là où ils sont. Mais c'est absolument inadmissible ce qui se passe au Cameroun. Et quand on est dans un environnement comme celui-là, on a de la peine à comprendre que c'est des êtres humains, n'est-ce pas, qui nous gouvernent. Alors, on aura l'occasion de reparler de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale dans un instant, mais que pensez-vous du document de programmation économique et budgétaire à moyen terme? Vous avez eu l'occasion de le parcourir, à moyen terme 2023-2035, présenté le 5 juillet à l'Assemblée nationale. Les députés n'ont pas eu la possibilité de le parcourir. Donc, à plus forte raison, vous? Oui, à plus forte raison. Dans tous les cas, moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se disent généralement dans ces documents-là, oui, qui sont des effets d'annonce. Parce que quand on regarde le document de l'année dernière, ils ont dit beaucoup de choses. Ils ont parlé de l'impôt substitution, ils ont parlé de la reconstruction du Nord-Ouest Sud-Ouest. Je crois qu'ils vont reparler encore de la reconstruction du Nord-Ouest Sud-Ouest. Mais tout le monde est unanime à reconnaître qu'on ne peut rien reconstruire au Nord-Ouest Sud-Ouest. On ne peut pas reconstruire une zone en guerre. Quand vous dites que vous allez aller faire une reconstruction et vous n'êtes même pas capable, n'est-ce pas, de réfléchir sur le problème qu'il y a là-bas, moi je crois que c'est des effets d'annonce. Pour moi, c'est des gens qui écrivent des bouts de papier pour meubler le temps, n'est-ce pas, pour respecter certaines commodités. Mais en réalité, eux-mêmes n'y croient pas, puisque quand vous regardez, n'est-ce pas, l'orientation budgétaire l'année dernière,
vous voyez bien que tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont prévu, rien n'a été fait. Aujourd'hui, ce qu'ils font en matière budgétaire, c'est qu'ils s'occupent uniquement des dépenses de souveraineté, paiement de salaire, un peu d'argent pour soutenir la guerre au nord, ouest, sud-ouest, pour soutenir l'armée au nord, ouest, sud-ouest, et puis dans le nord, bien entendu, et puis plus rien, aucun investissement, et voilà. Et quand on regarde même le budget lui-même, vous avez un budget de 5 000 milliards avec 1 400 milliards de services de la dette, ça veut dire qu'il vous reste 3 500 milliards, et dans les 3 500 milliards, vous-même, vous recouvrez à peine 2500, ça veut dire que c'est n'importe quoi. Moi, je crois que ces gens doivent apprendre à être un peu sérieux. Parce que ceux qui nous gouvernent ne sont pas sérieux du tout. Ils disent des choses, la parole publique est désacralisée, hein, vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils savent bien que ça ne compte que pour ceux qui y croient, et je crois qu'on ne peut pas être confortable dans un environnement comme celui-là. Tout le monde a des problèmes. Hein, vous voyez, même les anciens ont des problèmes, on leur a dit des tas de choses qui ne peuvent pas être réalisées. Donc je crois que c'est très compliqué. Moi je crois que le Cameroun a besoin de se remettre ensemble pour revoir comment on avance. Parce que quand j'entends dire qu'on a résolu tel problème par la Constitution et tout ça, mais c'est hallucinant. Parce que les gens écrivent ce qu'ils veulent. Et quand ils écrivent, ils ont résolu le problème. Ils résolvent quel problème? Ils n'ont rien résolu. D'accord. Parce qu'ils n'interrogent même personne. Quand vous voulez régler un problème, il faut d'abord l'identifier. Ils ne connaissent même pas le problème. D'ailleurs, quand le nord et le sud-ouest a commencé à s'embraser, il y a des gens qui nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Alors, quand vous dites qu'il n'y a pas de problème, vous ne pouvez pas résoudre ce problème-là. Parce qu'il faut l'identifier. Et puis, voir dans quelle mesure le résoudre. Non, ces gens-là, j'ai de la peine à parler d'eux parce que je me demande même ce qu'ils font là. Merci, M. Kounié, d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, on reçoit Marcos Mandeki. Il est militant de l'AFP. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Madame, bonjour à toutes les personnes qui nous accordent la délicate attention ce matin. C'est un plaisir renouvelé pour l'Alliance des forces progressistes de pouvoir participer à votre déjeuner ce dimanche. Alors, comment se porte l'AFP depuis l'arrivée de Cyril Sambaka? Ça va bientôt faire 1 an, je crois. Il faut dire que l'AFP est comme une personne physique qui a connu des moments d'apprentissage, de gloire, de difficultés également et de remise en cause. Aujourd'hui, nous avons traversé des moments extrêmement difficiles. Mais il faut avouer quand même qu'avec une nouvelle dynamique qui a été mise sur pied, nous essayons de marcher de nouveau. Et les choses se passent paisiblement bien. Nous n'allons pas exactement faire comme les autres, c'est-à-dire dans du folklore ou alors du buzz, mais nous pouvons vous rassurer que nous allons bien et nous continuons à faire nos pas. Et pas seulement grâce aux militants qui sont les nôtres, mais également aux autres organisations politiques, parce que nous estimons que aujourd'hui, le contexte politique est extrêmement difficile au point où il ne faudrait pas s'enorgueillir pour dire qu'on est tout seul la solution. Avec les autres organisations, nous travaillons à pouvoir présenter au peuple camerounais un programme alternatif et nous espérons que nous allons y parvenir. Merci d'être. Je voudrais également profiter de cette tribune pour adresser mes moments de compassion aux populations du Mongo. J'ai eu la chance de passer très souvent mes vacances de ce côté-là, notamment dans les villes. Pour moi, je les appelle les villes parce que j'estime que c'est un arrondissement qu'il faudrait finalement diviser, les villes de Njombe et de Pendia, qui malheureusement, 20-30 ans après, continuent à rester les mêmes. Pas de route, pas d'eau, pas d'infrastructure, c'est extrêmement difficile. L'image de Njombe et de Pendia, c'est également l'image de nombreuses autres villes du Cameroun où il faudrait que les pouvoirs publics puissent jeter un véritable regard en matière de développement, en matière de contribution sociale. C'est un impératif, mais nous, à l'AFP, nous pensons que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont malheureusement dépassés. Pourquoi dépassés? Parce qu'ils ont 2 grands soucis. Ils ont un problème de déficit sur le plan de la vision politique. Ils ont également aussi un problème au niveau de la volonté. Il n'y a pas de volonté à pouvoir mettre en place des stratégies de développement de nos cités. Et ceci est très malheureux. Je ne voudrais pas finir pour démontrer je vais dire, pour démontrer un peu mon malaise lorsque j'écoute M. Biol tenir des propos
Vous n'êtes pas militant du SDF. Vous n'êtes pas militant du SDF. Même si vous l'avez été dans le passé, vous avez démissionné, vous êtes de l'AFP. Parlez de l'AFP, restez tranquille. Qu'est-ce que vous devez d'avoir vous impliquer dans les affaires du SDF? Non, mais soyez quand même élégant. Hein? Vous avez parlé de l'AFP, ensuite vous avez parlé... Mais ça peut suffire. Qu'est-ce que vous avez à vous impliquer maintenant dans le SDF? Vous avez été militant du SDF, c'est fini. Il a le droit de dire, il a le droit en tant qu'observateur de la... Non, il n'est pas militant du SDF. En tant qu'observateur. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je veux dire, monsieur Biol, il n'est pas militant du SDF. Qu'est-ce qu'il veut demander? Monsieur Biol, pour s'impliquer des affaires du SDF. On a très souvent parlé du RDP, c'est son être. Oui, mais attendez. Donc je veux dire, souffrez que les autres... C'est son propos d'introduction. Il est militant de l'AFP, il a parlé de l'AFP. Monsieur Biol. Bon, ok, qu'il parle donc. Souffrez que les autres puissent... Allez-y. Ils sont en train de montrer à mon vision qu'ils ne peuvent pas gérer le Cameroun. Regardez tout ce que vous parlez d'équipe off. Vous tous. Non. Allez-y. Vous voyez très bien que je suis... bagarre, tout le Non, s'il vous plaît. Si à l'AFP, nous sommes courtois. Il y aura une déflagration. Nous respectons... Revenons. Actuellement dans une déflagration. Messieurs. Le Cameroun, depuis qu'il a été créé, n'a jamais eu autant de... Merci, monsieur Kounié. Revenons un peu plus sérieusement. Oui. J'ai été très mal à l'aise que monsieur Biol, qui est supposé être militant d'une organisation politique de l'opposition, puisse s'en prendre aussi violemment à un député de son organisation politique, un député de l'opposition. Je voudrais rappeler quand même que, pour ceux qui nous écoutent, parce que vos émissions aussi doivent permettre à ceux qui ont la possibilité de nous écouter d'avoir un minimum sur le plan de la formation, au-delà de l'information que nous pouvons diffuser ici, quand même. Ceux qui peuvent scruter un peu l'histoire des années 90 peuvent savoir le rôle que le député Nietzsche a joué sur le plan de l'émancipation politique au Cameroun. Il faudrait noter quand même que ça fait ces trois mandats déjà à l'hémicycle. Ça veut dire quand même que malgré le fait que le code électoral ou le processus électoral soit mauvais, il a quand même pu se faire élire 3 fois. Je crois que c'est quelque chose à saluer. Je voudrais dire que nous devons éviter de diviser les acteurs politiques. Nous devons plutôt mettre en place des stratégies pour les voir unis malgré les divergences, parce que au sein des organisations, c'est tout à fait normal qu'il existe des divergences. Mais les cadres politiques doivent mettre des stratégies pour voir les leaders fonctionner ensemble. Moi, je ne sais... Le SDF est à l'image de l'UPC, c'est-à-dire des organisations politiques que nous aimons, que nous ne voudrons pas voir mourir. Donc nous devons mettre en place des éléments pour que ces organisations-là continuent de vivre. Moi je dis, un tandem, Joshua aussi, Jean-Michel Nietzsche, ce serait très intéressant pour cette organisation-là. Chacun a quelque chose de plus qu'il peut amener à cette organisation politique. Moi je ne dirais pas que Nietzsche n'est qu'un harangueur de foule. Le dit, c'est une insulte. C'est une insulte à l'endroit même des Camerounais et des Camerounaises qui ont porté leur choix sur cette personnalité. Donc moi je dis, je souhaiterais que un jour ou l'autre, que ces deux personnalités-là s'asseyent autour d'une table, discutent. Et il faudrait dire une chose. Ceux qui ne le savent pas, le président, l'honorable Joshua Aussi, a milité pendant très longtemps. Je parle sous le contrôle de M. Kounié. Qui est un ancien militant du SDF. Dans le sud-ouest. Il débarque à Douala sous l'initiative de Jean-Michel Nietzsche qui l'encadre et lui permet, avec la volonté des militants de Douala Premier, de pouvoir être candidat aux élections législatives. Donc c'est deux bons amis, c'est deux bons partenaires qu'il faudrait aider à pouvoir réconcilier au lieu de pouvoir jouer au chauvisme en choisissant de manière latérale un camp. Je note que Emmanuel Kounié, qui est également un ancien militant du SDF, garde son calme. Pour moi, c'est un épiphénomène. Je n'ai pas le temps de parler de cela. Je crois que quand je ne peux pas voir des gens qui sont en prison pour rien du tout et que des gens qui prétendent gouverner le pays, ils sont en train de les séquestrer, que des preneurs d'otages soient au pouvoir et que je laisse ce sujet-là pour parler d'autre chose. Moi, je crois qu'au Cameroun, aujourd'hui, les Camerounais devraient avoir ce problème-là en priorité. Que font les fogués en prison? Pourquoi ils ont 7 ans de prison en violation de la loi? Pour moi, c'est le thème principal de tous les débats qui doivent être sur toutes les lèvres. Si les gens peuvent penser qu'ils ont autre chose à dire, très bien.
qu'ils le disent. Mais moi, je crois que... Vous êtes quand même bien content d'être parti du SDF avant l'épisode qu'on vit aujourd'hui, j'imagine. Non, c'est pas pour cela que je suis parti du SDF. Je suis parti du SDF, c'est tout simplement parce que il y a pas... J'ai estimé que le leadership n'était plus celui qui pouvait nous permettre, n'est-ce pas, d'arriver à notre objectif qui est d'enlever M. Biya et ses amis. Quel leadership, puisqu'en 2018, le chairman a dit au Congrès qu'il passait le flambeau. Oui. Il a donné le flambeau aussi. Et quand j'ai regardé, j'étais aux élections présidentielles avec aussi Joshua, j'ai regardé tout ce qui se passait. Et puis bon, je me suis rendu compte que lui, on n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Et moi, je suis allé là où je pense qu'il y a un leadership qui peut nous permettre de casser la baraque et puis de faire partir tous ces gens qui ont bousillé tout le Cameroun. Assemblée nationale, le débat d'orientation budgétaire prévu le 5 juillet dernier n'a pas eu lieu. Quand on sait que le régime financier de l'État de 2018 fixe les délais pour soumettre le dossier à l'appréciation des députés avant le 1er juillet, ces derniers ont décidé de lancer une opération blocus pour faire respecter leur institution. Je propose qu'on prenne tout d'abord ce reportage de Mireille Siabier qui revient sur ce qui s'est exactement passé à l'Assemblée nationale le 5 juillet. Les députés de l'opposition avec en tête de file Yosho aussi du SDF et Cabral Libi du PCRN ont bloqué la séance plénière dédiée au débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale. Pour eux, le manque de respect et de sérieux du gouvernement à l'égard du peuple camerounais et de ses élus politiques exaspère. Nous avons décidé de faire opération blocus. Blocus, c'est-à-dire que le gouvernement a tellement violé la loi. Nous attendons la loi du règlement qui doit être déposée au Parlement au plus tard le 30 juin. Nous sommes aujourd'hui le 5 et nous avons reçu le document exactement à 10h et on nous demande de débattre à 10h30. Ce qui est impossible, un document d'à peu près 200 pages. C'est vrai qu'il y a des collègues ici qui ont travaillé toute leur vie dans les finances publiques, comme mon collègue Isomba Bongono. Il y en a parmi nous qui sont très intelligents. Mais moi, j'ai la modestie de vous avouer que mon petit quotient intellectuel, et je crains qu'il y en ait quelques-uns comme moi, ne nous permet pas de lire 168 pages en 1 heure. Même eux, là-bas au gouvernement, je crois qu'ils ont pris des semaines, voire des mois, pour l'élaborer. Et nous apprenons que l'instruction elle-même est illégale. Celle qui commande que nous organisions ce débat. Dans ce mouvement, alors que le président de l'Assemblée nationale tente de repasser la parole au ministre des Finances, porteur du projet, celui-ci est vite stoppé dans sa course par le vice-président du Social Democratic Front. Non, monsieur le ministre, il a le droit. Déposez le micro. Il a le droit, monsieur d'ordre, il a le droit. Micro, là. Monsieur le Président, il a le droit. Un membre du gouvernement n'a pas le droit de nous adresser étant assis. Soit il est au pupitre, soit il rentre dans son bureau. Nous ne sommes pas dans un séminaire. Il vient défendre les documents gouvernementaux. Donc s'il doit parler depuis ici, ça sera debout avec le micro en main. Mais nous aimons aussi vous dire, Monsieur le Président, que nous n'avons pas eu de vote. Nous avons eu 11 motions et 11 questions préalables. Nous avons vu un seul résultat. Il reste encore 21 résultats. Les élus de la nation interpellent le président de la Chambre basse du Parlement et demandent un renvoi des travaux pour non-respect des textes et l'organisation d'une session extraordinaire. Même si on dit de cette Chambre, les études scientifiques le disent, qu'elle n'est qu'une chambre d'enregistrement. Ce qui laisse penser que tout ce qui vient du gouvernement passe toujours comme une lettre à la poste. Mais faisons-le quand même dans la légalité. Parce que s'il y a au moins une chose dont nous devons être fiers, c'est des lois que nous votons. Même si après, nous sommes captifs de ces propres lois, mais c'est nous qui les votons. Même si elles passent comme une lettre à la poste, nous sommes quand même la poste. Et ayons un minimum de respect pour la poste, qui est quand même constitutionnellement un pouvoir distinct du pouvoir exécutif, Monsieur le Président. Après négociation à 16h30, les travaux ont repris leur cours et les textes portés par Lupo Motazé, le ministre des Finances, sont passés comme une lettre à la poste. Finalement, passé comme une lettre à la poste. Marcos Mandiki, comment est-ce que vous analysez les événements de ce 5 juillet à l'Assemblée nationale? Il faudrait déjà dire que pour nous, l'expression utilisée, blocus, est une expression, c'est un mot très fort, parce que pour nous, blocus, c'est un acte de guerre entre belligérants, et nous savons qu'au Cameroun,
La guerre, c'est au nozo, une guerre que ne parvient malheureusement pas à trouver des solutions, dont le gouvernement ne parvient pas à trouver une solution. Il faut se réjouir de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Oui. C'est une très bonne chose, pas seulement pour une démocratie de façade que nous avons au Cameroun, mais également cela prouve que les députés deviennent de plus en plus émancipés. Et la vérité qu'on refuse de dire, c'est qu'il y a des députés du pouvoir et des partis affiliés au pouvoir qui étaient solidaires de l'action posée par ces députés de l'opposition. C'est également une réponse pour dire que le nombre n'est pas toujours de manière conventionnelle du bon côté. C'est-à-dire une minorité peut avoir la vérité de son côté. Et il faut se féliciter de ce que tous les députés de l'opposition, y compris leurs collègues du pouvoir, aient pu prendre cet acte-là. Parce qu'il faut dire que depuis très longtemps, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui est régulièrement violé, parce qu'effectivement, les tests arrivent 30 minutes, 20 minutes, 1 heure pour discussion, ce qui n'est tout à fait pas normal. Il faut noter que chaque député est censé avoir un cabinet au sein duquel on peut retrouver des expertises multiples, c'est-à-dire des économistes, des sociologues, des géographes, en fonction des thématiques qui peuvent leur être présentées. Et normalement, lorsqu'un député reçoit un document venant du gouvernement, il a vocation à rentrer dans son cabinet, à solliciter des expertises. Vous avez le professeur Koyok, qui est une sociologue de renom. Au-delà de sa casquette politique, elle peut être sollicitée même par un député de l'opposition. Vous avez M. Kounié, qui est économiste, qui peut être sollicité même par un député du RDPC pour faire parler la science, au-delà des positions claniques politiques qui nous divisent le plus au Cameroun. Ce que nous devons faire généralement, et c'est l'attitude que développe aujourd'hui l'Alliance des forces progressistes, c'est d'aller beaucoup plus vers les experts, vers les universités, vers les scientifiques, parce que ceux-là, au moins, ils apportent beaucoup plus la science. Ils ne mettent pas en avant l'aspect politique. Et nous avons ce malheur à nos acteurs politiques de croire que nous avons toujours la solution politique à tous les problèmes. Non. Il faudrait que nous ayons la décence d'aller vers d'autres Camerounais qui ne sont parfois pas connus, parce qu'ils ne sont peut-être pas sur les plateaux télé, qui ne sont pas des gens connus par la population, mais qui ont la science en eux, qui peuvent de manière désintéressée apporter leur modeste contribution sur les problématiques qui sont les nôtres. Et il faudrait qu'on le fasse, il faudrait qu'on apprenne à donner, à permettre aux gens d'apporter des solutions. Il ne faudrait pas toujours qu'on croie que si vous n'êtes pas du RDPC, si vous n'avez pas des affinités avec le gouvernement, alors vous ne pouvez pas apporter des solutions. Emmanuel Kounié, quelle est selon vous la pertinence de l'action qui a été posée le 5 juillet à l'Assemblée nationale? Aucune pertinence. Oups. Aucune pertinence. Ça, on appelle ça de l'animation. Et puis le RDPC est très content. Très content de voir qu'on a provoqué des trucs qui nous font faire des débats, et puis pendant ce temps, ils se la coulent douce. D'ailleurs, les députés sont partis et ils sont revenus le soir. Ils sont revenus pourquoi? Est-ce qu'ils sont partis, ils sont revenus le soir, et puis les députés de la majorité ont voté? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ils ont été, comme c'est un milieu où tout le monde est là-bas pour des raisons alimentaires, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'heure où ils ont fait tout ce cinéma-là et le moment où ils sont revenus voter? Donc il ne faut pas gêner les Camerounais avec des histoires comme ça. Moi, je crois que ça, c'est le théâtre. Et puis, ce n'est pas la première fois. On a vu le SDF faire mieux à l'Assemblée nationale. Les députés sont levés, ils ont chanté, ils ont crié, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont stoppé la séance de manière beaucoup plus virulente. Mais ça n'a pas servi à grand-chose. Donc, tout ce discours qui est en train d'être tenu, pour ma part, ça prouve que justement, cette chambre est une chambre inutile. Une chambre qui ne sert à rien. Parce que dire que... J'ai même vu quelqu'un qui venait de l'Assemblée me dire que aussi Joshua a bien fait. Il a démontré que les ministres ne doivent pas, n'est-ce pas, mépriser les élus, etc. Et il se gargarisait du fait que c'est quelque chose d'impressionnant. Mais attendez, on a vu en France, comment on l'appelle, le conseil de notre président parler au président de la République française. Les gens ont trouvé que c'était extraordinaire. Non, les gens parlent aux élus normalement. Donc, ce qui s'est passé là, pour moi, c'est un fait banal.
C'est un fait banal. Quand vous apportez un texte une heure avant et que vous avez moins d'une heure, n'est-ce pas, pour l'examiner, tous les députés devaient sortir, rentrer chez eux et prendre le temps de relire ces textes-là avant de revenir. Puisqu'ils ont voté quoi? Eux-mêmes ils savent pas ce qu'ils ont voté et ils reconnaissent là qu'ils sont une poste où les lettres passent tout simplement. Je veux dire, alors, ce sont les députés du RDPC qui ont voté par acclamation. Oui, ils ont voté par acclamation, mais eux et les autres, bon, quand ils faisaient ces revendications, ils ne savaient pas que ça devait être voté par acclamation. L'issue, c'est quoi? Est-ce que ce qu'ils ont fait là a donné quel résultat? Moi, ça c'est du cinéma. Même ceux qui parlent là savent bien que ce qu'ils disent ne servira à rien. Je peux vous poser... C'est une chambre inutile. Monsieur Kouni, je peux vous poser la même question également. Si je reviens aux marches blanches du MRC, c'était quoi l'issue? Ça a donné quel résultat? Ça a donné quelle issue? Il y a des gens qui sont en prison. Et vous en parlez jusqu'à maintenant. Vous en parlez jusqu'à maintenant. Et puis, ça a donné quelle issue? Tout le monde sait, le monde entier reconnaît qu'au Cameroun, n'est-ce pas, les prisonniers politiques peuvent être jugés par le tribunal militaire. On reconnaît que le Cameroun a violé... Là également, on peut reconnaître que le gouvernement de la République a violé les tests. Parce que mais ils ne font que ça. Ils n'ont jamais cessé de violer les textes. Depuis que cette assemblée existe, depuis l'arrivée de M. Biya au pouvoir, il n'a jamais présenté les textes dans les délais. Donc, moi, je crois que... Est-ce que vous pensez que ce qu'ils ont fait là va permettre au gouvernement de présenter le prochain texte dans les délais? Puisque le soir, ils sont revenus voter le texte. Il fallait qu'ils résistent et qu'ils démontrent qu'ils ne sont pas d'accord. Mais si vous regardez même en dessous de la table, vous allez voir qu'ils ont été tous conditionnés pour revenir. Et on sait comment ça se passe là. Nietzsche me disait que l'Assemblée nationale est l'endroit où les espèces circulent énormément. Qu'il n'y a pas un autre endroit où l'argent frais circule autant que l'Assemblée. Qu'est-ce que l'argent vient faire à l'Assemblée? Donc, il ne faut pas nous fatiguer avec des histoires de cette nature. Moi, je crois que cette Assemblée ne vaut pas la peine. Elle n'a jamais voté une loi, elle n'a jamais changé une virgule dans une loi. Et Cabral Libi le disait, l'honorable Cabral Libi le disait, si nous sommes la poste, respectez au moins la poste. Donc, lui, il reconnaît que, dans tous les cas, pendant qu'il parlait, il savait que le texte allait passer comme il était dans la poste. Et c'est passé comme il était dans la poste, comme le journaliste le disait. Donc, moi, tout ce théâtre-là, je voudrais vous dire que le Cameroun n'a pas de parlement. Ces gars ne font rien là-bas. Le RDP s'est choisi, ils ont choisi des députés au nord-ouest, sud-ouest pour amener à l'Assemblée, alors qu'il n'y a pas eu vote de ce côté-là. Les gens ont déposé des dossiers à Yaoundé, on a désigné des députés, ils ont désigné des députés qui n'ont pas été votés. Donc je ne peux avoir aucun respect pour une institution comme celle-là. Alors, Monsieur Billol, il y a quand même que les mêmes députés qu'on a vu faire ce bruit à l'Assemblée nationale, le 5 juillet, sont revenus lors de la session de clôture. Il n'y avait plus aucun problème, tout était tassé, tout le monde était d'accord, on se faisait sensiblement les bisous. Et la presse est revenue également, je parle du Messager notamment, de jeudi, débat d'orientation budgétaire, des millions de francs CFA pour calmer l'opposition. Chaque député aurait reçu la moitié des indemnités de session pour revenir à des meilleurs sentiments. Comment est-ce qu'il faut analyser ce qui s'est passé? Emmanuel Kouni parlait également de l'argent qui circule beaucoup à l'Assemblée nationale. Bon. Quand un journal sérieux comme Le Messager, qui j'ai beaucoup de respect, dit que de l'argent aurait, n'est-ce pas, circulé, bon, je ne sais pas si on devrait prendre cela comme étant une certitude ou alors tout simplement comme étant des spéculations. Oui, donc ça veut dire qu'on n'est pas certain. Bon. Il y a quand même depuis les années de Braise, n'est-ce pas, les années 1990, le RDPC a toujours fonctionné en utilisant beaucoup d'argent. Il a toujours fallu, n'est-ce pas, monnayer les acteurs politiques, corrompre, diviser, n'est-ce pas. Vous pouvez être ensemble, vous prenez une résolution, dans une réunion, vous décidez que voici ce que nous allons faire dans tel jour. Et mais le RDPC s'emploie toujours, puisqu'il a en charge la gestion du budget, l'argent, le trésor, tout public, ainsi de suite. Donc ce n'est pas exclu que l'argent est circulé pour calmer les acteurs. Je ne sais pas si, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que le RDPC a l'habitude d'utiliser l'argent public, n'est-ce pas, pour diviser les acteurs politiques. Pour aller davantage avec l'article du Messager, le journaliste précise lors de la session de clôture, les mêmes députés ont été approchés, mais n'ont plus voulu s'exprimer sur le débat d'orientation, sur ce qui s'est passé. Personne ne voulait plus rien dire. Comment est-ce qu'il faut analyser ce que je sais de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est que, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas, un document de la loi, n'est-ce pas,
portant règlement de l'Assemblée nationale devait être présenté, le règlement de la loi budgétaire devait être présenté aux députés. Il devait arriver, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire au plus tard le 30 juin. Il est arrivé le 5, à 30 minutes de débats. Les députés ont trouvé que ce n'était pas logique. Ils ont donc contesté cela. Vous l'avez déjà dit, il y avait à leur tête l'honorable Joshua aussi, et bien entendu aussi Cabral Libby. C'était ça l'objectif. Parce qu'il s'agissait de quoi? Il s'agissait maintenant de la présentation du budget programme, n'est-ce pas, du budget programme de l'État. Et vous savez que maintenant, il ne s'agit plus d'un budget de moyens, il s'agit d'un budget programme, c'est-à-dire qui porte sur 3 ans. Vous voyez que ça rend encore plus sérieux la rencontre. Donc, il fallait donc automatiquement, pour les députés sérieux, qu'ils aient ces dossiers-là, ces documents-là, plusieurs jours avant, afin qu'ils les remettent à leurs experts. Et l'un des députés, n'est-ce pas, l'honorable Joshua aussi, qui travaille avec les experts, qui sont notamment soit des militants du SDF, soit des cadres de la société civile, il leur envoie ces documents longtemps avant, afin qu'ils étudient et qu'ils lui envoient des propositions. N'ayant pas reçu ces documents-là à temps, ils ne pouvaient donc pas le faire. Ça a été le cas pour les autres députés de l'UPC, l'Union pour le changement, qui n'ont pas étudié cela. Ils ont donc décidé de bloquer le pupitre, l'endroit où le ministre devrait s'exprimer. Oui, ça on l'a tous vu dans le reportage. Voilà. De Biol. Oui, c'est l'attitude, c'est leur attitude quand ils reviennent plus tard, plus calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous échangez tout le temps avec, vous échangez avec l'honorable Joshua aussi. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils reviennent plus tard, calme, et qu'ils ne veulent plus parler de ce qui s'est passé aux journalistes? Lorsqu'ils ont bloqué donc la session, entre deux, la session plénière, il a été donné 5 heures de temps, afin que chacun, n'est-ce pas, aille peut-être s'imprégner du document. Et ils sont revenus plus tard. Le mot d'ordre qu'ils ont donné dans l'Union pour le changement, c'était de de sortir de la salle, de boycotter la session. Ce qu'ils ont fait, donc quelques temps après, ils se sont levés, ils sont partis. Les députés du RDPC qui étaient solidaires, n'est-ce pas, des autres députés de l'Union pour le changement, non, ils n'ont pas applaudi. N'est-ce pas? Le ministre a présenté son document. Normalement, ça devait avoir un débat. Le ministre a présenté son document et les députés même du RDPC ont refusé de lui poser des questions. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu débat. Et le ministre député s'en est allé. Et le président de l'Assemblée nationale a donc dû valider... Vous occultez ma question, M. Biol. Laquelle? J'interroge l'attitude des députés de l'opposition. Ils sont revenus. Qu'est-ce qui motive leur retour un peu plus? Ils sont sortis de la salle. Je veux dire, ils sont sortis de la salle. Oui. La loi est passée, elle a été votée par acclamation. Ils sont en minorité, ils ne peuvent pas bloquer, bloquer la présentation de... Sauf que la question n'a pu être abordée, que ce soit à la session de clôture, que ce soit après. Et même les journalistes, si on s'en tient à ce que dit le messager, ont voulu relancer ces députés dans des interviews lors de la session de clôture, mais personne n'a plus voulu s'exprimer sur les débats d'orientation. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Je le disais tout à l'heure, vous échangez notamment avec l'honorable Joshua aussi. Est-ce que l'argent aurait circulé, comme semble l'affirmer le messager, pour calmer les députés de la République? Si l'argent avait circulé, il y aurait eu débat. S'ils avaient été corrompus, ils seraient restés dans la salle, n'est-ce pas? Ils auraient débattu avec le ministre, afin de présenter au moins une image d'une assemblée où il y a échange avec le ministre lorsqu'il se présente. Mais ils ont tout simplement boycotté la session et ils sont sortis tous. Même les députés du RDPC qui n'étaient pas d'accord avec la manière dont le document est arrivé, il leur a été présenté, ont refusé de poser quelques questions au ministre. Il s'est senti dépité. Après son discours, il n'y a eu aucune question, il n'y a pas eu débat. Et il faut se rendre compte que ce document-là, il n'est même pas passé par la commission des finances, qui normalement devrait d'abord faire un rapport et présenter cela aux députés. Et c'est sur la base du rapport que fait la commission des finances que les députés viennent débattre avec le ministre. La procédure n'ayant pas été respectée, il fallait tout simplement que ces députés se comportent tels qu'ils l'ont fait. Professeur Koyok, il y a quand même que le gouvernement de la République du Cameroun est passé maître dans l'art de violer les tests, notamment au Parlement. Je veux dire, dépôt tardif des tests de loi, les députés qui sont obligés de voter ces mêmes tests à la va-vite. Comment est-ce qu'il faut analyser cette attitude du gouvernement camerounais vis-à-vis de nos parlementaires? Est-ce du mépris
comme semble le penser l'honorable Cabral Libby? Je ne pense pas. Je me dis, je le dis tout le temps, parce que pour être un leader politique, on a besoin de renforcer ses capacités. Ah, les membres du gouvernement n'ont pas renforcé leurs capacités. Non, nous n'étions pas à une réunion des membres du gouvernement. Nous étions devant un parlement. Et je veux rappeler qu'un député n'est pas le député d'un parti politique, il est le député de la nation. Mais ils confondent tout. À partir du moment où vous êtes déjà député, sachez que vous n'appartenez plus à un parti politique. Ils se comportent toujours comme si, à l'Assemblée nationale, leur devoir, c'est d'aller montrer qu'ils appartiennent à tel ou tel parti politique. Donc c'est pour cela que je dis qu'il leur manque souvent la culture politique. Parce qu'un député est député de la nation. Il faut qu'on regarde le problème sous tous les angles. Et il y a derrière ce dossier, vous savez que le FMI a fait des injonctions au gouvernement camerounais qui ne veulent pas de l'augmentation du carburant. Mais les députés qui n'ont aucune culture politique ne perçoivent pas ce problème dans ce sens. Ils se disent le gouvernement est sous la botte du FMI. Non. Les autres députés comprennent. Normalement, le FMI et la Banque mondiale sont des institutions apolitiques. C'est même des institutions. Est-ce que ça explique pourquoi le gouvernement de la République dépose toujours de façon tardive les textes de loi? Respectés. Et ceux qui sont députés, c'est eux qui doivent faire tout pour que le règlement intérieur. Professeur Koyor, vous dites que tout est respecté. Ils ne pouvaient pas attendre l'arrivée du ministre pour le faire. Ils devaient donc s'assurer que le règlement intérieur a toujours été respecté et que Comment Je veux dire, professeur, permettez que je vous relance, professeur. Le régime financier de l'État de 2018 est clair. Le test doit être déposé avant le 1er juillet, c'est-à-dire au plus tard, le 30 juin. Mais là, on est rendu au 5 juillet. C'est à ce moment, que le ministre des Finances arrive et qu'il... C'est ce que je vais dire. Je veux dire, comment est-ce que l'attitude du gouvernement, comment est-ce qu'on l'analyse? Surtout que ce n'est pas la première fois. On a souvent eu ça avec la loi de finances. Vous parlez de quelle attitude du gouvernement? Dépôt tardif des tests à l'Assemblée nationale. Nous sommes à l'Assemblée alors qu'il y a des règlements. Oui. Il y a séparation de pouvoir. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire. Donc vous n'attendez pas l'arrivée du ministre pour commencer à dire telle chose n'était pas ceci. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Ils ont ce programme. Les députés ont toujours ce programme avant. Donc en amont, en amont, ils auraient dû saisir le ministre avant le 30 juin pour dire on est bientôt le 30 juin, vous n'avez pas encore déposé. Voilà. Mais maintenant, vous ne pouvez pas... Vous savez qu'il y a une école dans l'opposition camerounaise, l'école de l'irrespect des institutions. Et moi je me dis, ils ont la chance d'avoir un président qui comprend leur ignorance sur certains points et qui laisse tomber. Parce qu'en réalité, vous ne devez pas attendre qu'un ministre arrive pour commencer à poser des questions. Mais je veux dire, ces questions devaient se poser la loi dit justement que la loi ne dit pas que les députés doivent aller vers le ministre demander. Mais s'ils ne connaissent pas leur... Vous avez vu les autres parlements ailleurs. La loi dit que le gouvernement arrive et dépose avant. Oui. C'est ce que dit la loi. Et le gouvernement n'arrive pas, ne dépose pas à temps. Moi, c'est l'attitude du gouvernement que j'interroge. Ça veut dire que le ministre devait être notifié avant qu'il y a l'irrespect de tel ou tel principe. Ce n'est pas quand le ministre est là, vous voyez les oiseaux qui commencent à chanter partout, alors qu'ils avaient le temps de le faire et de dire que voilà, tel aspect n'a pas été respecté. Avant même le début de la séance. Bon, vous voyez que c'est un manque de respect pour un ministre d'aller lui dire... Mais qui doit respecter qui? Le ministre c'est les députés qui doivent respecter le ministre. C'est le ministre qui doit respecter les députés, madame. Le ministre n'a été élu par personne. Donc les élus... Comme vous ne connaissez pas le fonctionnement des institutions. Je connais, vous qui ne connaissez rien du tout. Vous ne connaissez rien. Vous dites des bêtises. Vous avez travaillé... Monsieur Kounié,
Oui, Monsieur Kounié, Regardez en Europe. Monsieur Kounié, pas le Monsieur ministre Emmanuel, de Monsieur Emmanuel Kounié, Le ministre à quelle institution? Monsieur Emmanuel Kounié, j'exige, avez parlé ici. non, j'exige sur Vous avez parlé qu'on se parle ici. de façon courtoise et Non, mais ça respectueuse. va pas. Non, et respectueuse. Moi, On n'est je pas ne- je obligé, ne sais on n'est même pas pas obligé d'où il d'être sort. d'accord. Un voltigeur. Non, de parti c'est valable politique. pour vous également, professeur. Non, c'est ce qu'il dit. Il a parlé Professeur, ici. c'est Je valable. n'ai même pas réagi. Oui, c'est valable Moi, j'ai pour écouté. Emmanuel Mais vous me Kounié, laissez aussi bien m'exprimer. pour Emmanuel Mais Kounié je que pour le souffre à professeur écouter Kounié. de- Vous souffrez, comme ça. elle souffrez a de souffert quoi? également de vous lorsqu'elle vous J'ai écoute. souffert de vous écouter. Donc, Vous vous êtes voilà. même Allez-y, pour parler professeur. aux gens. Allez-y, professeur. Qu'on le fasse On se de connaît, hein, façon monsieur Kounié. courtoise. Qu'on le fasse de façon courtoise. Donc Allez-y. moi je dis, lorsque vous avez parlé, je vous ai écouté religieusement. Et si Oui, vous revenons à n'avez l'attitude. même pas qualité. Revenons de à l'attitude contester du ce que je gouvernement. dis. Revenons à Vous l'attitude me du laissez gouvernement. et je dis ce que je dis. Monsieur vous et partez, madame. vous voltigez de parti en parti. Non, Monsieur, Vous me laissez m'exprimer, monsieur. Vous déambulez là. Professeur Koyon, professeur Koyon, Je suis donc revenons à en train l'attitude de du gouvernement. dire- C'est l'attitude du gouvernement que Vous j'interroge en savez ce que moment. ces partis-là, beaucoup de leurs députés viennent simplement d'être députés. Ils ne connaissent pas le fonctionnement de cette institution. Je dis que je ne dis pas qu'ils n'auraient pas dû, mais la manière n'est pas la manière d'un député de la nation. Donc, si on regarde le comportement de ceux qui viennent de passer tout à l'heure et que tout le monde a décrié partout, on ne le voit pas n'importe où. Je vais vais poser vous dire- la question d'une autre façon. Est-ce que le gouvernement, est-ce que le ministre des Finances était dans son droit en déposant ce test aussi tard? Est-ce qu'il était dans son droit? Parce que c'est ce que je voulais dire. Même les députés du RDPC Écoutez, n'étaient pas d'accord écoutez. avec le ministre. Le professeur- Ce n'était pas seulement les députés Le professeur Koyoka, la de parole. l'opposition. Le professeur Même les Koyo. députés du Est-ce que RDPC. le ministre des Finances, lui, Pomotazé, était dans son droit en déposant le test le 5 juillet alors que la loi parle du 30 juin au plus tard? J'ai dit, tout député, avant le début de la session, a le programme. Il a tous les programmes. Il savait que le ministre Moutazé passe à tel moment. Donc ce n'est pas, on ne leur a pas donné le programme 30 minutes avant, comme j'ai écouté ici. C'est les gens qui ne connaissent pas le fonctionnement du Parlement. Pour cela que je dis, la culture politique est essentielle pour tous ceux qui veulent faire politique. Vous avez vu dans l'histoire, Platon était le maître de son élève, mais il ne partageait pas la même vision par rapport à la démocratie. Parce que pour Platon, ce n'est que ceux qui sont éclairés, très éclairés, qui peuvent gérer un État. Alors que pour son élève le plus assidu, c'est l'ensemble. Chacun a ce qu'il appelait vertu. Quand vous avez 10 personnes qui sont ensemble, ils peuvent faire mieux qu'une seule personne qui croit être un génie. Donc je veux simplement vous dire, il faut que nos parlementaires apprennent. La culture politique s'apprend. Il venait de le dire tout à l'heure. Ne croyez pas qu'on se lève de sa chambre un matin, on devient un homme politique évolué. Je vous ai dit, venez dans le RDPC. Le Rassemblement démocratique des peuples camerounais. Venez d'abord. Dans quel RDPC? Et quand vous allez renforcer... Merci, professeur. Pourquoi que les gens normaux peuvent aller dans le RDPC? Quand vous allez renforcer... Quand vous allez renforcer vous êtes devant les gens de venir au RDPC. Écoutez, quand vous des malades mentaux comme ça. renforcer Monsieur moi je te connais là où tu occupes. Non, il faut arrêter ça. Tu t'asseyais sur un casier là-bas. Donc moi je ne veux pas que tu casier, madame? Là où vous avez travaillé, je connais, vous connaissez depuis. Je vous ai vu à la sous-préfecture, je ne sais pas comment vous avez fait pour être Ne rentrons pas. Je vous ai vu à la sous-préfecture, je ne sais pas comment vous êtes devenu professeur. Ne rentrons pas dans les débats personnels, je vous en prie. Ne rentrons pas dans les débats personnels, je vous en prie. J'ai commencé mon travail très jeune, fonctionnaire de A2, même si vous m'avez vu n'importe où. J'ai commencé là où les autres terminent. Vous avez compris? J'ai commencé et j'étais délégué régional et j'étais enseignant à l'université avant qu'on ne me reverse à l'enseignement supérieur. Donc ne croyez pas, ne croyez donc pas que vous avez, là où vous étiez. Alors, vous me laissez terminer. Vous ne m'avez jamais vu. Je n'ai pas cher, monsieur Kounié. Vous m'avez jamais vu. Je vous ai vu à la Monsieur Kounié, monsieur Kounié. Vous voltigez entre des Monsieur Kounié, monsieur Kounié, professeur Donc, vous terminez, professeur. Je disais que ce que les députés ont fait, ils ont peut-être raison, mais ils ne connaissent pas. Ah, ils ont peut-être raison. Ils ont peut-être, non. Ils ont raison de dire que certains principes ne sont pas respectés. Mais il y a la manière
pour les députés de poser leurs problèmes. Et ce n'était pas la manière. Et le gouvernement, s'ils ont raison de dire que certaines procédures ne sont pas respectées, ça veut dire que le gouvernement a tort de ne pas respecter. Enfin, je veux dire, c'est le parallèle. Le gouvernement n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée. Ce n'est pas la place du gouvernement. Le ministre est allé présenter, il a aussi une hiérarchie qui lui demande, va faire telle chose. Et tous ces députés-là avaient leur programme. Ils savaient que tel jour et à telle heure, le ministre viendrait. Mais si vous ne connaissez rien, n'allez pas étaler l'ignorance devant tout le monde entier. Marcus Mandeki, quelle leçon tirer de cet épisode? Il faut déjà noter que je suis extrêmement choqué de la sortie du professeur Koyok, qui fait preuve de déficit sur le plan de la culture politique. Vous avez pendant vos propos vous avez tenu des propos. Permettez, vous avez tenu des propos. Vous me laissez et vous parlez. On vous a laissé dérouler tout à l'heure. Permettez donc. Permettez donc. Madame, permettez donc. Permettez que je dise des bêtises. Voilà. Permettez donc que je dise. Permettez que je dise des bêtises. Et puis, vous allez corriger. Je peux vous empêcher de parler comme on va prendre une transition. On va prendre une transition. Je vais finir par parler. Vous avez parlé. Je vais finir. Est-ce que la réalisation peut nous amener... Allez, continuez à parler. Donc moi, chaque fois qu'il veut prendre la parole, les gens se lèvent pour m'empêcher de le dire. Quand il a parlé, c'est j'ai intervenu. Il a parlé, c'est j'ai intervenu. Lui également, c'était pareil. Lui, il a parlé, ils ont combien de députés? Ils ont combien de députés? Lui-même. Vous n'en avez? Vous-même. Vous avez fabriqué Emmanuel, le banditisme politique que vous faites là. Vous voltigez entre les partis. Professeur Koyok. Moi, je ne veux pas que les gens viennent me taquiner sur les plateaux. Professeur Koyok, je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais, vous êtes enseignante. Mais quand je parle, je veux que les gens me laissent, je les ai écoutés. Je ne participe pas à leur point de vue. Je veux dire, à un moment donné, c'est moi qui invite. Permettez également que je puisse en placer une. Oui, quand vous me donnez la parole, respectez que j'ai mon temps de parole. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc ce n'est pas quand je me lève, tout le monde commence à m'empêcher de parler de n'importe quoi. Professeur. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit à Emmanuel Kounié et j'ai dit que c'était valable également pour vous. Oui, mais lui, professeur, il a le droit, c'est un débat. Je veux dire mais que moi, j'ai le droit. Vous avez le droit, vous avez le droit de revenir sur ce qu'il dit. Moi, je ne veux pas que quelqu'un qui n'a pas la capacité vienne me critiquer. Pareil, ceux qui ne comprennent rien à ce que je voulais dire. Qu'il me dise, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Je suis d'accord avec lui. Et il y a les procédures. Quand vous n'êtes pas d'accord avec un principe, vous écrivez. Ce n'est pas devant les gens, ça c'est les enfants. Non, moi je reviens, je ne parle plus de ce qui se passe. Oui, moi c'est lui qui revient. Non, professeur, je parle de ce qui se passe sur ce plateau. Ce que je veux dire, c'est que aussi bien Emmanuel Kounié que vous avez le devoir de respecter les propos de chacun des panélistes et de respecter chacun des panélistes. Vous êtes enseignante, je n'ai pas de leçon à vous faire, mais il y a certainement des étudiants qui vous écoutent, il y a certainement des étudiants qui nous écoutent. Mais il n'a pas la qualité professeur Koyok, il a le droit, il a le droit de revenir sur ce que vous dites. Donc, on repart. Je demandais quelle leçon est-ce qu'il faut tirer de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. On a perdu peut-être 15 minutes comme ça. Oui. Allez-y, monsieur. D'accord. Je disais, j'étais tout à l'heure extrêmement choqué
du déficit de culture générale du professeur Koyor, Culture politique. qui a Culture passé politique, de vous l'avez culture dit. générale, de manière générale. Je ne vais pas me gargariser sur ce petit aspect politique. Je voudrais dire, elle n'a pas le droit d'insulter des députés ou des acteurs politiques de l'opposition. Et en fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est que c'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on est contre la République. L'honnêteté intellectuelle aurait voulu, professeur, que vous reconnaissiez que le gouvernement, qui n'est pas en opposition avec le Parlement, il faudrait reconnaître qu'il y a eu violation des textes, notamment du règlement intérieur, qui demande que les projets de loi soient déposés quelques jours avant leur lecture par les députés. Les députés ne sont pas des experts en tout. Ils ont besoin de consulter des personnes comme vous, qui avez de l'expertise, des personnes comme M. Kounié, qui ont de l'expertise dans certains domaines. Et pour cela, il faudrait qu'ils fassent relire le document qui leur est proposé par le gouvernement. Le gouvernement et le Parlement ne sont pas en opposition. Ils ont chacun, en fonction de leurs prérogatives, l'obligation, le devoir de permettre que le pays se développe et que les Camerounais soient davantage épanouis. Donc, évitez d'insulter les députés qui sont de l'opposition. Et en plus, monsieur, vous n'avez pas de leçons à me donner. Écoutez, souffrez d'écouter. La politique aujourd'hui, est très dynamique. Vous n'avez pas de leçons. On peut être de l'opposition aujourd'hui et être du pouvoir demain. Et on peut être du pouvoir aujourd'hui et être de l'opposition demain. Est-ce que vous avez l'acte qu'a posé le député RDPC en 2008, Ayapola Biné? Connaissez-vous l'acte qu'il a posé? Il était député du RDPC. Est-ce que vous avez souvenance de l'acte qu'il a posé? Peut-être que vous ne savez pas. Allez donc vous renseigner. Il s'est opposé en tant que député du RDPC à la modification de la Constitution. Et le bureau de l'Assemblée a voulu, par ignorance des textes de l'Assemblée, l'ôter le droit de continuer à être député. Merci, M. Mandegui. On sort de ce sujet déjà. Pour sortir de ce sujet, il faudrait quand même que dans ce pays-ci, qu'on sache que chacun peut apporter sa modeste contribution. Il faudrait qu'on cesse de croire que le fait que nous ayons des opinions politiques divergentes soit un obstacle au fait que nous puissions nous retrouver tout autour d'une table, diagnostiquer les mots qui sont les nôtres et pouvoir diagnostiquer les solutions qui peuvent être apportées. Emmanuel Kounié, des leçons à tirer. Les leçons à tirer de cet épisode. Le gouvernement a voulu cacher un certain nombre de choses, tout simplement. Le FMI a donné que le FMI existe. Non, je sais que le FMI... Allez, Emmanuel Kounié, allez-y. A donné quelques injonctions dans le cadre, n'est-ce pas, de la réalisation du programme économique au gouvernement. Par exemple, la suppression des subventions pour le carburant à la pompe. Si ces subventions sont supprimées, ça va entraîner forcément la hausse des prix du carburant. Je ne dis pas que c'est ce qui est écrit dedans. Mais je sais que... C'est ça qui est écrit, si tu ne le savais pas. Je n'ai pas dit. Emmanuel Kounié, donc, le gouvernement a pensé peut-être que si les députés avaient le temps de regarder tout ce qui est écrit dans ce programme, il y aurait beaucoup de discussions. Mais et on a voulu le faire passer ça, comme d'habitude, comme une lettre à la poste. Je crois que c'est ça. C'est ça. Ils ont fait semblant de s'opposer et ils ont été conditionnés. Ils ont laissé ça passer pour des raisons alimentaires comme d'habitude. Non, c'est ce qui s'est passé de toute façon. Puisque quand ils sont revenus, ils ont changé de langage. Ils ont changé de langage. Les journalistes ont demandé aux députés de prendre encore la parole. Les députés, je crois, les députés ont refusé de prendre la parole. Monsieur Billol, quelles leçons tirer de cet épisode? Bon, la leçon que nous allons tirer, c'est que le gouvernement, n'est-ce pas, n'entend pas débattre des questions qui sont notamment d'une priorité pour le destin de la nation, n'est-ce pas? C'est un programme, c'est un document de cadrage budgétaire qui devait normalement, n'est-ce pas, être véritablement scruté par les députés et voir dans quelle direction est-ce que le pays va s'orienter pour les 3 années à venir. Ça n'a pas été fait. Ça veut dire que les Camerounais vont pratiquement naviguer, n'est-ce pas, de façon aveugle dans les 3 prochaines années. C'est le RDPC où il nous conduit, puisque les députés n'ont pas véritablement fouillé et étudié ce qui leur a été présenté. C'est regrettable pour notre nation, c'est regrettable pour la démocratie au Cameroun. Je pense que
les Camerounais ont été mis à témoin. C'est à eux de juger, c'est à eux de sanctionner de telles pratiques. Il faudrait donc qu'ils prennent leurs responsabilités. Nous les appelons toujours à prendre les responsabilités. Quand il s'agit, par exemple, de s'inscrire dans la liste électorale, nous les appelons à prendre les responsabilités. Lorsqu'il s'agit aussi de voter, nous les appelons à prendre les responsabilités. Donc, il faudrait qu'on les encourage de plus en plus jusqu'à ce qu'ils parviennent cela. Professeur Koyok, les leçons à retenir, à tirer de cet épisode? Oui, je me dis que lorsque les députés ont la possibilité de constituer des groupes parlementaires, il faut qu'ils apprennent à avoir des dialogues, des concertations entre eux, comprendre les positions des uns et des autres. J'ai d'abord dit qu'un député n'est pas le député d'un parti, il est député de la nation. J'invite chacun d'eux à aller lire ce que ça veut dire un député de la nation. Mais maintenant, quand ils ont des positions divergentes, il faut que chacun comprenne pourquoi les uns et les autres agissent de telle ou telle manière. Je pense qu'il y avait une injonction du gouvernement par le FMI. Et le FMI est apolitique, il ne doit pas aller s'ingérer dans les affaires internes d'un pays. Et ceux du RDPC l'ont compris, mais les autres n'ont pas compris. Donc je me dis que s'il y avait eu concertation entre eux, et s'ils avaient écrit avant pour dénoncer le fait qu'ils n'aient pas eu le temps de lire ces documents, tout le monde allait les comprendre. Mais ils se sont comportés là comme D'accord. Si je dis encore là, on va dire que c'était l'injure. Alors, les prix dans les marchés au Cameroun, à la date du 27 juin 2022, c'est un document de la CRTV, un document qui vient du MINFI, du Mincommerce. 2000 francs au 1er mai, 1,5 litre d'huile de palme est désormais vendu à 1500 francs. Et pour 1 litre d'huile raffinée, il faut désormais prévoir 1500 francs également. Le kilogramme du maquereau est passé de 1850 francs à 2200 francs CFA, donc une augmentation de 350 francs si mes calculs sont bons. Comme ces produits, de nombreux autres également sont vendus un peu plus cher dans nos marchés. Professeur Koyok, quel commentaire vous suscite cette situation? Comment est-ce que vous appréciez l'évolution de la vie chère, la façon dont les prix grimpent dans les marchés au Cameroun? Bon, comme je venais de le dire tantôt, il est difficile d'venir sur un plateau de télévision. Là, j'interroge la mère, la femme. Écoutez, il est difficile de venir sur un plateau de télévision faire un cours magistral aux gens. Je dis, si les gens ne peuvent pas comprendre qu'il y a eu la pandémie, il y a eu les guerres, il y a eu les troubles au sud-ouest, au nord-ouest. Il y a au niveau international une guerre qui peut même être, à mon avis, une guerre idéologique. Et comprendre que tout cela a un impact direct sur l'économie et qu'ils ne peuvent pas comprendre que le Cameroun, si jusqu'à aujourd'hui nous avons un taux de croissance positif, c'est que la résilience du Cameroun est enviée par les autres pays. Mais on ne peut donc pas venir expliquer il y a quelques années, c'est quelqu'un dans un village que je ne veux pas citer, il dit que la viande était devenue chère. Il demandait aux gens, est-ce que le bœuf boit aussi le pétrole? Donc il y a les gens qui ne peuvent pas comprendre que nous sommes dans un système. Et quand un sous-système a un problème, ce problème-là impacte les autres sous-systèmes. Et puis ce n'est pas sur un plateau qu'on va venir lui dire, cultivez-vous et comprenez qu'il y a un impact sur toutes ces choses-là. Et que le gouvernement camerounais se bat pour que nous ne rentrions pas le professeur vient de s'exprimer. La militante du RDPC vient de s'exprimer. Maintenant, j'interroge la mère de famille. Oui. Quand vous allez au marché, vous allez au marché, j'imagine. Oui. Quand vous allez au marché, vous allez dans une poissonnerie. Le kilogramme de maquereau, qui en mai était vendu à 1850, qui passe désormais à 2200 francs. L'huile, on a coutume de dire l'huile d'arachide, qui était vendue à 1200 francs le litre, et qui également passe à 1500 francs aujourd'hui. Qu'est-ce que la mère de famille, je n'interroge pas le professeur, je n'interroge pas la militante du RDPC, qu'est-ce que la mère de famille qui a des enfants à nourrir, qu'est-ce qu'elle se dit, vous? Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Bon, d'abord, je fais un effort pour comprendre pourquoi le poisson augmente.
pourquoi l'huile augmente. Et ce n'est pas n'importe quelle maman qui va le comprendre. Mais si vous pensez seulement à ce que vous sortez de votre poche, et vous ne voyez pas que c'est lui qui vend, a eu des impacts sur son commerce à cause de la guerre au niveau mondial, à cause des crises au Cameroun, à cause de tout ce que nous avons subi pendant la pandémie. Mais si on ne peut pas comprendre, il faut qu'on le lui apprenne, même si c'est en langue vernaculaire. Donc, en fait, dans l'alphabétisation. Puisque vous comprenez, ça ne vous choque pas, ça ne vous énerve pas. Qu'est-ce que vous avez fait? Le commerçant, un peu plus. Le commerçant, est-ce que vous êtes heureux à sa vision? Je ne suis pas heureuse. Mais le commerçant ne le fait pas parce qu'il le désire. C'est parce que tout cela a eu un impact sur son commerce. Non, vous n'êtes pas heureuse. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Vous n'êtes pas heureuse. Qu'est-ce que vous Mais je comprends. Je n'ai pas besoin d'être heureuse partout. Parce que lui aussi, le commerçant... Vous payez ce qui est demandé parce que vous avez les moyens de payer ce qui est demandé. Ce n'est pas parce que j'ai les moyens de demander. On nous a dit ici, si les produits importés coûtent cher, il faut qu'on fasse un effort pour produire localement et qu'on transforme nos produits localement. Même si on fait des centres d'alphabétisation pour faire comprendre cela aux Camerounais, ils vont le comprendre. Mais pas imaginer que le gouvernement fait ceci parce qu'il veut le détourner de l'argent. Ça, c'est le langage courant de ce que j'entends sur les plateaux. Emmanuel Kounié, est-ce qu'à ce stade de la vie de plus en plus chère au Cameroun, la guerre en Ukraine peut toujours être taxée d'être la cause de cette situation, la guerre en Ukraine, la crise de Covid également? Oui, je crois que la crise de Covid doit être beaucoup plus prise en considération parce qu'en réalité, il y a des facteurs d'inflation qui provoquent l'inflation. Il y a par exemple l'inflation par les coûts. C'est-à-dire que les coûts de... Quand il y a eu la Covid-19, le Covid-19 ou la Covid-19, je ne sais plus, il y a eu le confinement. Ce qui fait que la production a diminué. C'est-à-dire que les gens n'ont plus produit, les quantités de production ont diminué mondialement. Il y a eu les coûts de transport qui ont augmenté du fait que le transport n'était plus régulier. Ce qui fait que tous ces surcoûts sont entrés dans les coûts dans le prix de revient. Ça a provoqué une inflation artificielle due donc au transport, au confinement, etc. Donc ça c'est une première inflation qui se justifie et qui est, n'est-ce pas, une cause extérieure qui provoque cette inflation. Il y a eu aussi toujours de ce fait-là, donc forcément, l'inflation par la demande, parce que les quantités ont diminué. Et quand les quantités diminuent, forcément les prix augmentent. Sur le marché, c'est la loi de l'offre et la demande. Tout cela nous tombe dessus. Mais ce qu'il faut faire, et je crois que le gouvernement l'a compris, mais ils l'ont compris, je crois qu'ils n'ont même pas compris, on le leur a dit. Et je ne suis pas sûr qu'ils ont compris. Les autres organisations internationales ont dit qu'il fallait que chaque État essaie de voir comment faire pour pouvoir, n'est-ce pas, privilégier les produits mais fabriqués localement. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont parlé d'impôt substitution. Vous avez suivi M. Motazi il y a un an ou 2 ans, qui parlait à la CRTV, qui parlait de l'impôt substitution comme une mécanique qu'ils vont mettre en place pour lutter contre toutes ces choses-là. Et il a oublié que l'impôt substitution suppose qu'on encadre les producteurs nationaux. Et on fait même de la publicité sur les produits nationaux. Quand vous êtes chez vous, vous mangez le macabo aujourd'hui, demain le plantain, après-demain le manioc. Si on vous demande pourquoi est-ce que vous avez mangé le macabo aujourd'hui, et demain vous avez préféré le manioc, après vous avez préféré l'igname, etc., vous ne pouvez pas répondre. Il faut que même nos diététiciens fassent des recherches pour nous dire quelles sont les vertus que nous avons par rapport à ces produits que nous mangeons, pour nous permettre, et que les télévisions, les entreprises de communication comme vous, que vous puissiez faire la publicité pour ces produits-là. Par exemple, en France, quand on vous dit que le nouveau Beaujolais est là, ça récite partout. Quand vous voyez un Français en Chine qui va dans un magasin, il voit des bouteilles d'eau, il préfère la bouteille d'eau française. Ce n'est pas parce qu'elle est plus bonne, c'est le patriotisme économique. Tout cela doit être travaillé. Mais nous avons des gens qui sont assis à Yaoundé, qui disent des choses qu'on leur a dit de dire, qui ne comprennent pas eux-mêmes, et qui, quand ils ont fini de le dire, ils se tournent le dos. Parce qu'on n'a pas d'impôt substitution depuis qu'ils ont parlé de leur SND 30. Je crois que c'était en fin 2019. Alors nous sommes en 2022. Si on leur demande de faire le bilan de l'impôt substitution qu'ils ont mis dans leur programme, ils ne vont rien dire. Donc, il faut que ceux qui nous gouvernent organisent, qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de lancer des petits mots. Il faudrait également suivre et organiser le pays de manière à ce que cette affaire d'impôt substitution puisse se mordre. Le patriotisme économique
ça dit que ça sensibilise, il faut sensibiliser les gens à travers les médias pour que les gens comprennent qu'ils ont intérêt, n'est-ce pas, à payer, à s'acheter les produits nationaux. Parce que si on augmente le pouvoir d'achat aujourd'hui, comme j'entends souvent, les gens ont entendu Dieudonné son parole, l'augmentation des salaires ne peut pas résoudre le problème. Parce que si on augmente les salaires, la tendance naturelle des Camerounais, c'est d'acheter les produits importés. Et quand ils vont acheter les produits importés, ils vont relancer l'économie du pays où ces produits ont été produits. Et ils vont relancer l'économie dans notre pays. C'est ce qui s'est passé en France avec l'arrivée de Mitterrand. Parce que lui disait qu'il fallait appliquer la théorie keynésienne qui consiste à dire qu'on va, n'est-ce pas, produire localement et puis faire en sorte de donner le pouvoir d'achat aux gens pour que les gens puissent relancer l'économie par la demande, c'est-à-dire ils achètent et ça encourage les entreprises à produire. Mais quand il a fait cela, il s'est rendu compte qu'il ne relançait plus l'économie allemande. Parce que les Français préféraient les véhicules allemands, préféraient les biens qui viennent allemands parce que sur le marché, ces produits étaient plus compétitifs. Donc il y a un travail à faire. Et puis, ce travail-là doit être fait par le gouvernement. Il faut mettre sur pied des mécanismes qui puissent permettre d'abord de sensibiliser les gens pour leur faire comprendre que si vous achetez des produits à l'étranger, il vaut mieux le pain Kumba est plus intéressant que le pain de farine que vous mangez dans les... Quand moi, je suis allé à Bamenda, je ne sais pas, on allait à une réunion du NEC et tout ça. Mais je vous assure que vous ne trouvez pas le pain de farine qu'il y a ici. Tout le monde mange le pain Kumba. Le pain de... Enfin, c'est comme ça que ça s'appelle. Qui est fait à partir de la patate. La patate, je ne sais pas. Et c'est dans la culture. Tout le monde, vous allez dans un cafétéria, c'est ça qu'on vend. Vous ne trouvez pas l'autre pain là, où on va dire que... La base de farine de voilà, ça n'existe pas là-bas. Il y a même le protectionnisme. Voilà, donc il faudrait que ceux qui nous gouvernent comprennent qu'il y a un travail à faire. Il ne va pas pouvoir dormir dans le bureau et faire du bavardage, il écrit un papier, il appelle ça SND 30, il jette ça partout et ils disent des choses dedans qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Merci, et puis ça donne ce que nous vivons là. Monsieur Bignol, est-ce que ce qu'on vit en ce moment, ce n'est pas également la conséquence d'une absence de vision, ou même de politique d'autonomisation alimentaire, sécurité alimentaire, si vous voulez? Tout à fait. Je pense que vous l'avez dit clairement. Et ça montre effectivement que contrairement à ce que certains pensent, n'est-ce pas, et j'ai cru comprendre cela dans les propos du professeur Koyok, ce n'est pas une fatalité. Ça veut dire que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas comme si c'est automatiquement qu'on devrait se retrouver dans cette situation-ci. Ce sont des situations qu'on peut prévoir. Parce que gouverner, c'est prévoir. On peut anticiper. Anticiper, c'est quoi? C'est organiser l'économie afin que le Cameroun ne soit pas ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire un comptoir colonial où on vient tout simplement faire du bayam selam, vendre tout simplement ce qu'on a importé d'Europe. Du coup, si on se trouve dans une situation où le Cameroun, nous sommes un comptoir colonial, n'est-ce pas, on importe, on vient, on vend, on rentre avec les profits et tout. Et du coup, dès qu'il y a une situation qui est complexe au niveau international, on se met tous en souffrir. Donc, effectivement, il faut lancer la production sur le plan local, n'est-ce pas, afin que les produits alimentaires ne soient pas quasiment tous importés, et afin qu'il y ait une production locale qui suffit véritablement à nourrir les Camerounais, sans qu'on ait besoin de souffrir d'une inflation du prix de l'huile rouge, alors que nous avons des terres pour pouvoir les produire. Mais puisqu'on a privatisé la Socapam, que la Socapam produit pour un marché extérieur, et ici à l'intérieur, nous, on commence à en souffrir. Et dans les lois qui encadrent le fonctionnement d'une structure comme la Socapam, n'est-ce pas, ces lois visent à dissuader les Camerounais à avoir des grandes palmeraies pour venir compétir ou bien pour venir rivaliser la multinationale qui est au pays et qui sert tout simplement les intérêts étrangers. Donc, du moment où on importe tout, les biens d'équipement, tout est importé. Vous allez même dans un ministère à Yaoundé, tout ce qui est dans le ministère, même si c'est un ministère de l'économie et des finances, même le fauteuil dans lequel s'assoit le ministre n'est pas fabriqué au Cameroun, il est importé. Comment vous pouvez donc avoir la légitimité de venir parler aux Camerounais de patriotisme économique? Si le siège sur lequel le ministre est assis pour signer les dossiers matin, midi, soir, est un siège qui a été importé, quelle est sa crédibilité quand il parle aux Camerounais de patriotisme économique et d'import-substitution? Vous comprenez que ce n'est pas logique. Donc, et quand tout le monde augmente sur le marché local,
on fait croire que non, c'est normal, il y a la guerre en Ukraine, il y a eu Covid-19, il y a eu machin, ainsi de suite. Donc, tout ça, ça se prévoit et ça s'organise au Cameroun. Donc, les différents événements qu'on cite là, c'est vrai, ils se sont produits. Hein, ils auraient pu entraîner un impact sur notre économie, mais si on avait préparé les choses en amont, en aval, n'est-ce pas, on se serait trouvé à une situation où l'impact ne serait pas aussi élevé que ça. On a eu ici au Cameroun, parlons par exemple des produits alimentaires et des sociétés comme Sodeblé, n'est-ce pas, qui produisait le blé au Cameroun, qui devait produire pour nourrir les Camerounais. Il y a eu une société qui produisait le riz, n'est-ce pas? Toutes ces sociétés-là ont périclité du fait de l'action du gouvernement. Donc, et aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve en train de consommer essentiellement du riz qui vient de l'extérieur et que maintenant, peut-être la chaîne d'approvisionnement du Cameroun avec le marché extérieur est rompue, vous comprenez qu'on ne peut qu'en souffrir ici à l'intérieur du pays. Monsieur Mandeki, quand on parle de politique de sécurité alimentaire, comment est-ce que vous appréciez la démarche du Cameroun? Il faudrait déjà dire, comme certains l'ont relevé tout à l'heure, l'inflation qui est la hausse des prix est un phénomène mondial. C'est-à-dire le Cameroun n'est malheureusement pas épargné. Mais on devrait prendre, le gouvernement devrait prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir alléger les souffrances des Camerounais. Monsieur Biol tout à l'heure a dit gouverner, c'est prévoir. C'est-à-dire que prendre des dispositions pour pouvoir anticiper sur d'éventuelles crises. Nous, je vous dis par exemple, encore une fois de plus qu'à l'AFP, nous mettons en avant les scientifiques, c'est-à-dire des personnes qui ont la capacité scientifique, c'est-à-dire hors de leur position politique clanique, apporter des éléments qui peuvent permettre de trouver des solutions. Parmi ces personnes, vous avez des sociologues qui peuvent facilement comprendre et interpréter un certain nombre de faits. Vous avez des économistes qui, selon le coût mondial impacté à travers le monde, peuvent identifier des éléments qui peuvent être minimisés sur le plan local, ce qui malheureusement n'est pas fait. Nous avons parlé tout à l'heure des déficits sur le plan de la vision. Nous sommes encore allés un peu plus loin même sur le manque véritable de volonté politique à pouvoir trouver des solutions aux maux qui minent le Cameroun. Tout à l'heure, on a parlé d'éducation, d'information, de sensibilisation. Mais dans le contexte au Cameroun aujourd'hui, comment voudriez-vous que les organisations politiques puissent jouer ce rôle lorsqu'à chaque fois qu'un récépissé de déclaration de manifestation ou de réunion est déposé dans une sous-préfecture, que la réponse soit toujours négative? Comment? C'est pas du tout possible. Oui, c'est vrai, il faut sensibiliser les populations. Oui, c'est vrai, il faudrait les éduquer. Oui, c'est vrai, il faudrait les informer. Hier, je faisais mon tour à vélo dans le Grand Bépanda. Je devais acheter une huile, je ne veux pas faire de publicité, mais qui coûte, selon le prix officiel, 1500 francs. Je suis allé chez un boutiquier à Yon-Yon, il m'a dit 1700. J'ai négocié, il m'a dit c'est 1700, pas moins, pas plus. Je n'ai pas pu acheter parce que mon budget n'est même pas éthique, je ne pouvais pas acheter. Je suis allé un peu plus loin après le marché Misoké. Une autre dame m'a dit 1600 francs. J'ai dit à la dame, ok, je peux payer à 1500. Elle m'a dit 1500. Je lui dis, est-ce que tu prends le risque de me vendre cette huile-là à 1600 francs? Elle a paniqué. Je lui ai dit, si tu veux, je peux te payer 1500 francs, mais à tes risques et périls. Elle a paniqué. Elle m'a dit, ok, elle me le vend donc à 1500 francs. Et il y a bien sûr d'autres Camerounais qui vendent cette huile-là à 1500 francs. Donc, il faudrait connaître au-delà de l'irresponsabilité de notre gouvernement à pouvoir assurer l'équilibre en termes de prix des produits. Il y a également aussi le banditisme de certains Camerounais, des commerçants qui sont véreux. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faudrait sensibiliser, il faudrait informer ces Camerounais afin qu'ils prennent un certain nombre de mesures, des mesures responsables. Lorsque je dis très souvent que le fait que pour nous à l'AFP, l'adhésion se fasse à partir de 15 ans, certains trouvent ça peut-être un peu exagéré, mais à 15 ans, ce n'est pas pour former l'homme ou la femme politique.
À 15 ans, c'est pour former le bon citoyen. Parce que 15 ans, c'est un âge assez responsable qui permet à l'adolescent d'adopter de nouvelles attitudes qui vont lui permettre de devenir le bon citoyen de demain. Être honnête, pouvoir s'inscrire dès que possible sur les listes électorales, savoir partager ce qui est possible tout autour de soi. Donc c'est extrêmement difficile aujourd'hui et il y a des solutions alternatives au blé. Il y a quelques jours, on lisait encore que le gouvernement du Cameroun a fait une dotation à l'IRAD d'une dizaine de milliards pour pouvoir développer le blé. Mais qu'est-ce qu'on fait du manioc? Qu'est-ce qu'on fait de l'igname? Qu'est-ce qu'on fait des patates? Nous, tout petits, on avait des champs à Bodiman, dans le département du Nkam. Vous avez des hectares d'espace là-bas qui sont vides. Et nous savons très bien que dans cette localité-là, la culture du patate, de la patate est très florissante. Nous avons le manioc qui peut être produit en très grande quantité dans le département du Nkam. Nous avons de l'igname qui peut être produit dans le septentrion et dans la région de l'Ouest. Il faudrait qu'on mette un accent particulier sur les cultures locales, c'est-à-dire qu'on encourage non seulement les producteurs, mais également les grosses firmes à financer également cette activité-là. Les gros magasins que nous avons là, qui semblent aujourd'hui vendre les produits locaux, comment est-ce qu'ils font pour encourager la production locale? Est-ce qu'ils vont dans des villages, dans des villes pour pouvoir permettre que les producteurs puissent acquérir des terres, puissent acquérir des engrais et autres éléments favorables à la production Professeur Koyok, si on s'en tient aux données du regretté Bernard Djongan, vous l'avez connu? Bien sûr. Voilà. Le Cameroun a ce qu'il faut pour être une puissance agricole. Je veux dire, pensez-vous que le Cameroun ait véritablement ce potentiel? Bien sûr. Mais qu'est-ce qui nous fait nos défauts? Bon, écoutez, je vais vous dire, il faut restructurer l'économie du Cameroun. La restructuration des économies, vous savez que nous avons hérité du modèle économique occidental. Et après les guerres, on a mis en œuvre le plan Marshall un peu partout. Donc, restructurer l'économie, ça ne se passe pas après une parole. Donc, pour restructurer une économie, il faut de la recherche, il faut innover dans la recherche et la technologie. Donc, quand ils disent ça, c'est comme si il suffit de dire et ça va se faire. Ça c'est restructurer. On avait parlé en 2011 de l'agriculture de seconde génération. Mais ça nécessite des coûts, ça nécessite des recherches, ça nécessite de l'innovation. Donc il ne faut pas que les gens pensent qu'il suffit de dire pour le réaliser. Je pense 11 ans après ou 12 ans après, on n'est pas toujours commencé. Je veux dire qu'on non, pas qu'on n'a pas commencé. On ne peut pas venir ici égrener tout ce qui a été fait. Je crois qu'on a commencé la mécanisation agricole, on a commencé la diversification des partenariats. Écoutez, monsieur. Monsieur Mandeki, vous aurez... J'ai vu les tracteurs dans la broussaille. J'ai été accompagné par vous avez parlé ici un membre de l'exécutif de la commune de Bolova Premier. Merci, monsieur Mandeki. J'ai vu ces tracteurs-là dans la broussaille. Allez-y, ça fait énormément pleurer quand on vient nous parler merci, monsieur Mandeki. Et vous savez pourquoi on n'utilise pas les tracteurs? Non, professeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut du terrain plat, monsieur. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et dans la zone forestière, tu ne peux pas utiliser les tracteurs. Vous ne connaissez rien. Mais non. Et moi, je vous dis, monsieur Mandeki, ayons un débat. Monsieur Mandeki, monsieur Mandeki, monsieur Mandeki, allez-y, professeur. Vous nous disiez pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces tracteurs? Oui, à Ebolova. Oui. Il parlait des choses même qu'il ne connaît pas. Oui, allez-y, dites-nous. Après le comice, on a donné les tracteurs aux paysans à Ebolova. Mais dans la zone forestière, vous ne pouvez pas utiliser les tracteurs comme dans les savanes. Parce qu'il faut abattre les gros arbres. C'est ce que je dis. Parce que quand vous ne connaissez pas un problème... Mais qui a donné ces tracteurs aux agriculteurs d'Ebolova? J'ai dit il y avait les tracteurs. Non, je veux dire, est-ce que la personne qui a donné ces tracteurs aux agriculteurs d'Ebolova n'était pas censée savoir que, justement, dans cette... Qu'il fallait envoyer dans le plein de Mbo. Que dans cette région, dans cette ville-là, dans ces régions-là, ce n'était pas possible de les dire. C'est facile Permettez au professeur. Allez-y, professeur. C'est facile de critiquer ce que le gouvernement fait.
Mais il faut comprendre quelles sont les difficultés rencontrées pour réaliser une innovation. Pour cela que j'ai dit, il était question pour les populations des Bolova d'avoir d'abord la possibilité d'abattre des arbres. Donc il était question pour le gouvernement de s'arranger. Non, je ne sais pas pourquoi vous croyez que c'est le gouvernement qui devrait faire. Non, qui a donné les tracteurs? Je suis en train de dire chaque Camerounais doit apporter la contribution pour innover tout ce qu'il fait dans son agriculture et qu'il fait dans l'élevage, dans la pêche, tout le monde. Ce n'est pas seulement l'État, mais je dis, il y a des problèmes. Posez-vous la question pourquoi les tracteurs sont restés en brousse, comme il le disait, mais allez dans le Minadère des Bolova va vous expliquer. Parce que vous n'êtes pas censé connaître tout. Allez ailleurs, vous allez voir comment, par exemple, dans le Septentrion, les gens peuvent faire des vastes états. Professeur, l'explication qu'on va nous donner au Minadère des Bolova, est-ce que ça justifie le fait que ces tracteurs soient toujours à l'abandon? Mais est-ce que les tracteurs sont toujours en abandon? On peut vous envoyer, vous les filmer? Si. Du n'importe quoi. Je suis en train de vous dire ce qui avait empêché, c'était les affaires de 2011, ce qui avait empêché que ces tracteurs soient opérationnels. Parce que c'est une zone forestière. Et parce que c'est une zone forestière, il fallait donc trouver des solutions à l'abattage des arbres avant d'arriver à la mécanisation agricole. Mais ailleurs, on peut le faire si l'écosystème le permet. Donc quand vous voulez seulement dire le gouvernement, ce n'est pas le gouvernement qui doit aller abattre les arbres dans votre champ. Madame, si vous voulez le cultiver. Vous parlez de la mécanisation, allez-y. La mécanisation a été entamée, mais il faut reconnaître que dans des zones forestières, il y a un handicap. Mais dans d'autres zones qui n'ont pas, nous sommes partis à Genève. C'est même un Camerounais qui disait à un Malien, vous parlez des arbres alors que vous avez des petits machins, des arbustes. Mais nous, on a des gros arbres. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, toute technique, c'est pour cela que l'innovation peut permettre à notre pays de savoir comment mécaniser son agriculture, pas nécessairement. Donc, en fait, 11 ans après le comice agro-pastoral des Bolova, où on se situe actuellement, parlant de l'agriculture de seconde génération, on a fait une belle évolution. On a fait une belle évolution parce que les populations avaient demandé, parce qu'il y avait beaucoup d'aires protégées. Donc, il faut diminuer le nombre d'espaces protégés pour que les gens puissent avoir l'espace pour la promotion de leur agriculture. Alors, Emmanuel Cogné, j'aimerais avec vous qu'on parle de l'huile de palme, par exemple. Je veux dire, 1,5 litre est désormais vendu à 1500 francs CFA. Qu'est-ce qui peut expliquer cette augmentation? Alors, on connaît comment on fait comment ça se fabrique, l'huile de palme au Cameroun. Est-ce un problème de disponibilité, d'accessibilité? Je veux dire, est-ce qu'on vit une crise de production au Cameroun? Oui, mais vous n'allez pas demander à celui qui produit l'huile de palme de vendre son huile de palme de manière à ce que ça ne lui permette pas d'acheter le kilo de viande qu'il veut acheter. C'est-à-dire que quand les prix augmentent, par exemple, le pétrole à la pomme, comme a dit le professeur Koyop, ça a un effet d'entraînement sur les autres produits. Parce que lui, il vient au marché avec son régime de plantain qu'il avait l'habitude de vendre à 1500, mais il se rend compte que s'il vend à 1500, il ne peut plus acheter un litre d'huile et acheter autre chose. Donc, il est obligé, n'est-ce pas? Ça veut dire que ça va avoir un effet sur tous les autres produits. Donc, moi, je crois que le problème est plutôt de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que les prix n'augmentent pas. Parce qu'en réalité, stabiliser les prix. Ce que le gouvernement peut faire, c'est même de bloquer les prix de certains produits de première nécessité. Et pour bloquer les prix de produits de première nécessité, il faut voir, parce que certains prix augmentent par la spéculation. C'est-à-dire que les intermédiaires qui sont là, voyant que nous sommes dans une situation d'inflation généralisée, augmentent de manière artificielle les prix et on se retrouve avec des prix qu'on ne peut plus contrôler. Donc, si on peut assurer le prix aux producteurs, c'est-à-dire qu'on dit par exemple qu'un cajou de tomate coûte tant, les producteurs disent que c'est tant, notre prix de revient c'est ceci. On peut voir le prix par exemple au marché Sandaga et comprendre que il y a, n'est-ce pas, des spéculateurs entre celui qui produit et celui qui achète. Et en ce moment, on travaille sur la spéculation pour pouvoir fixer des prix et bloquer les prix. C'est ce que Mélenchon essaie d'expliquer en France. Et
Il faut absolument qu'il y ait un travail soit fait. Mais il y a, le vrai problème même chez nous, c'est qu'il y a un sérieux problème. Le problème de casting. C'est-à-dire que les gens qui sont chargés de parler de ces choses-là ne s'y connaissent pas. Madame Koyon nous dit le gouvernement c'est très bien. Mais quand vous regardez le ministère des Finances, le ministre des Finances n'est pas un économiste. Le ministre de l'économie n'est pas un économiste. Le premier ministre n'est pas un économiste. Le secrétaire général président n'est pas. C'est eux les quatre qui prennent les décisions économiques. Donc ils prennent des décisions économiques. Vous allez dire que non, ils ont des conseillers, ils ont machin. D'accord. Si le conseiller peut maîtriser, c'est le conseiller qui doit être le ministre. Parce que c'est lui qui répond. Maintenant, quand il y a un casting comme celui-là qui échoue, tout le temps il échoue, tout le temps on le reconduit. Bon, on doit arriver à ça. Regardez par exemple le cas au Nigeria. Quand il y a eu ces problèmes, la première réaction, c'était quand c'était d'ailleurs la crise avec le pétrole, c'était de voter une loi d'orientation du contenu local. C'est-à-dire, le gouvernement dit, écoutez, je vote une loi qui veut que, comme a dit mon jeune frère du SDF, qui veut que chaque fois que l'État veut par exemple payer, prenons le cas des meubles, veut acheter un meuble, il doit automatiquement acheter un meuble produit localement. L'État et toutes les organisations, tous les autres organismes, c'est-à-dire les communes, les autres organismes étatiques, il est strictement interdit de payer un meuble qui vient de l'étranger, sauf si vous pouvez prouver que ce meuble ne peut pas être produit localement. Et en ce moment, donc, l'État oriente son carnet de commandes vers les PME. Les carnets de commandes orientent vers... Et l'État s'arrange à pouvoir faire les commandes au niveau des PME et puis de payer ses factures. En ce moment, les PME se perfectionnent, travaillent, et gagnent de l'argent, etc., etc. Et ça a permis aux Nigériens de faire en sorte que l'économie puisse se réchauffer un peu. Oui, ils connaissent l'inflation. Le problème n'est pas l'inflation. L'inflation, tous les pays connaissent l'inflation. Mais il y a l'inflation, il y a le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que si l'inflation augmente, si les prix augmentent alors que le pouvoir d'achat augmente, ce n'est pas très sensible. C'est que chez nous, c'est que les prix augmentent, mais les salaires restent stables. Et en ce moment, donc, ça devient très compliqué. Et puis, je voudrais dire quelque chose. Vous avez vu, par exemple, quand il y a eu l'histoire de SIDA, dans 96, 98, il s'est avéré que M. John Fundi était, dans l'opposition, ou bien au sein des Camerounais, l'homme le plus populaire possible imaginable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le GTZ a trouvé un financement et on a dit à M. Fundi, oui, vous êtes votre politique, mais nous voulons vous utiliser, n'est-ce pas, pour la sensibilisation. Il a fait le tour du Cameroun en 98. Quand il arrive dans le littoral, nous l'avons suivi dans le littoral. Et il parcourait tous les arrondissements pour faire la sensibilisation. Et comme il savait bien parler, et comme les gens aimaient l'écouter, il a amené les gens à comprendre qu'il faut faire attention. Quand il arrivait, par exemple, à Melon, quand il finissait son meeting, il disait, Melon people, Sidade, upside, Melon people. Quand nous, on prenait les voitures pour partir, tous les enfants chantaient ça dans toute la ville de Melon. Il arrive en Konjok, il dit Konjok people, Sidade, upside, il partait. Alors c'est pour dire quoi? C'est pour dire que pour ce qui est, n'est-ce pas, de la consommation des produits locaux, il faudrait qu'on imagine, qu'on invente un moyen, n'est-ce pas, de sensibilisation pour pouvoir permettre aux populations de comprendre que, et puis qu'on ne le fasse pas des personnes crédibles. Que vous le vouliez ou pas, le professeur Maurice Kamto aujourd'hui, c'est quelqu'un quand il parle, les gens écoutent. Vous pouvez amener les gens en prison. Attendez, il va changer quoi? Dis-lui, par exemple, attendez madame, je suis en train de parler, vous n'avez pas à hurler. Si vous voulez faire un aboiement, on n'aboie pas ici. Moi, je suis en train de dire des choses sérieuses. Et je suppose que les Camerounais comprennent. Il n'a rien changé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je vous dis qu'il peut être porteur d'un message. Le message peut être le message de patriotisme économique, de l'imposition pour dire aux gens, si on connaît les vertus des produits que nous fabriquons, il peut le véhiculer. Si vous lui donnez ce travail, chère madame, s'il circule dans le pays, et on sait que celui qui parle, ça peut porter. Et comme vous êtes des aigris, vous regardez les gens toujours sous un prisme de jalousie, parce que vous voulez pas reconnaître ce que quelqu'un fait. Vous avez vu le cas du sida, maintenant vous jetez la main. Le sida est fini grâce à merci monsieur Kounié. Alors tout à l'heure, merci monsieur Kounié, monsieur Emmanuel Kounié, merci professeur Koyok. Alors tout à l'heure à l'antenne, vous allez il a changé quoi? Écoutez le langage. Monsieur Kounié. Tout à l'heure, alors vous allez pouvoir
vous allez pouvoir apercevoir les prix homologués par le gouvernement de la République. Voilà, à la date du 27 juin. Vous qui êtes à la maison également, vous pouvez soit filmer, faire des captures d'écran pour les avoir au fur et à mesure. Comme ça, quand vous allez dans les marchés, vous savez au moins à combien doivent être vendues les différentes denrées alimentaires. Alors, Monsieur Biol, on a les ventes promotionnelles lancées par le ministère du Commerce. Est-ce qu'elles peuvent être une alternative à la vie chère? En fait, ce sont des gouttes d'eau, n'est-ce pas, versées dans la mer. C'est des mesurettes. Je vais dire que c'est de la gesticulation qui n'a pas véritablement, qui n'a pas de réel impact. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Qui n'a pas de réel impact. Donc, en réalité, le gouvernement sait véritablement ce qu'il faut faire. Il le sait, mais il ne peut pas toucher à un certain nombre de domaines. Voyez-vous, ils ont confié l'importation. Prenons par exemple, vous avez parlé de l'effondrement de notre système de production tout à l'heure. On va y aller rapidement. Oui, ils ont confié l'importation des poissons, n'est-ce pas, à certains pontes du régime. Ils leur ont donné quasiment le monopole. Mais pendant ce temps, ils devraient normalement encourager la pisciculture ou alors conseiller ou alors imposer à ces gens-là de réduire leurs quotas et se concentrer plutôt à l'élevage du poisson et vendre le poisson produit localement dans leur poissonnerie, ce qui n'est pas le cas. Parce que lorsqu'on importe, on gagne plus que lorsque on produit ici au Cameroun et qu'on donne de l'emploi aux Camerounais. Ils peuvent faire les raccourcis. Voilà pourquoi je dis qu'ils ont la solution, mais ils ne veulent pas utiliser la solution. Vous voyez la société, on parlait tout à l'heure là de l'huile de palme. L'huile de palme qui est chère au Cameroun. Ce n'est pas une aberration. Avec toutes les terres que nous avons, on a privatisé la Socapal. Oui, vous l'avez dit déjà. Je l'ai dit, et c'est ce qui ne devrait pas être fait. On devrait encourager les Camerounais, n'est-ce pas, pour ceux qui souhaitent se lancer dans ce domaine-là, n'est-ce pas, à pouvoir avoir leur palmeraie et à pouvoir alimenter le marché local. Et il y a beaucoup d'autres huiles qui peuvent être encouragées, huile de tournesol, huile d'arachide, il y a tout un tas d'huiles qui peuvent être promues. Donc, mais ce n'est pas le cas. On peut faire tout simplement parce qu'on veut que leurs amis, n'est-ce pas, qui ont investi peut-être, ou alors qui ont peut-être des capitaux, mais qui sont minoritaires, ou alors qui sont des amis de l'étranger, qui sont venus se faire beaucoup d'argent au Cameroun, qu'ils puissent s'enrichir davantage et alimenter, n'est-ce pas, leur pays au détriment du Cameroun. Donc, ils ont les solutions, mais ils ne veulent pas exécuter ou implémenter ces solutions-là. Monsieur Mandeki, en 2008, on a justement connu les émeutes de la faim. Est-ce que vous avez l'impression que le Cameroun a véritablement tiré des leçons de cet épisode? Malheureusement, on ne tire jamais les leçons de ce que nous vivons, que ce soit sur le plan politique, social et autres. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas des erreurs qui sont les nôtres. Tout à l'heure, je disais, lorsqu'il y a un projet qui est mis en place, ça veut dire qu'il y a eu des évaluations qui ont été faites, notamment sur les besoins et sur les utilisations. On a parlé des tracteurs qui sont non utilisés du côté de Bolova. Est-ce que ces tracteurs étaient conçus pour n'être qu'utilisés dans la zone de Bolova? On ne les a pas vus dans la région septentrionale ni dans le littoral. Quand je parle des tracteurs que j'ai vus à Bolova dans la broussaille, j'ai vu également comment ils appellent ça, des cités sociaux, des logements sociaux, déjà avec des murs qui se fendillaient là. Je l'ai vu de mes propres yeux à Ebolova, professeur Koyo. À un moment, nous ne sommes pas uniquement là pour la critique. Nous faisons également des propositions et nous sommes prêts également à implémenter un certain nombre de projets. Ce qu'il faudrait dire souvent à vos camarades du RDPC qui posent des mauvaises actions, il faut leur dire qu'ils ont fait mal. Quand c'est bien, il faudrait également les encourager. Nous, au niveau de l'AFP, nous ne pensons pas que le RDPC ou RDPC soit complètement noir. Nous avons des bons compatriotes dans le RDPC qui posent de grandes actions, mais également aussi dans l'opposition, nous savons qu'il y a des choses à refaire.
Il y a une autopsie à faire dans l'opposition. Donc, arrêtez de croire que dans l'opposition, c'est mauvais et dans le RDPC, c'est complètement blanc. Madame Leila, mes plantations sont en Djombe, en Banga et à Yaba. Si vous voulez les visiter, vous allez les visiter. Madame Leila, tout à l'heure, vous avez proposé les prix des produits. Mais je vous ai dit, les mentalités des commerçants et des Camerounais. Mais c'est les prix homologués où? À Douala, Yaoundé, parce que ces prix ne peuvent pas être les mêmes à Garoua. Ces prix ne peuvent pas être les mêmes à Boya ou bien à Bafoussam ou à Bamenda parce qu'il y a d'autres coûts. Parce que ces produits généralement sont produits dans la ville de Douala, qui est une ville industrielle ou bien tout à côté. Maintenant, il y a un coût supplémentaire qui est imposé, notamment le transport, le paiement d'un certain nombre de taxes pendant le transport. Donc vous voyez très bien que sur le terrain, le ministère du commerce a l'obligation de pouvoir réguler, a l'obligation de pouvoir vérifier effectivement que les prix homologués sont appliqués par les commerçants pour qu'on ne puisse plus trouver de plus en plus des commerçants véreux. Mais moi je dis, au jour d'aujourd'hui, sur le plan politique, sur le plan économique, malgré toutes les propositions qui vont être faites par les Camerounais non politiques ou politisés, nous avons malheureusement en face de nous un gouvernement qui n'a pas l'expertise pour apporter des solutions aux problèmes du Cameroun. Et les Camerounais doivent prendre leurs responsabilités. La responsabilité, c'est quoi? Prendre conscience, s'inscrire sur les listes électorales, appartenir à une association active ou à un parti politique et bien sûr à défendre ses droits le moment venu de manière institutionnelle. Vous avez beaucoup parlé des populations de Ndjombe, c'est peut-être l'occasion de dire bonjour à ces populations-là. Alors, monsieur Cogné, dans une note publiée en mai, l'Institut national de la statistique note que dans les conditions actuelles, le Cameroun pourrait s'acheminer vers un dépassement du seuil communautaire de 3% en 2022. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Du seuil communautaire. En 2022. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Un dépassement de combien? De 3%. De croissance. Comme non, 3% de taux d'inflation. Comme on est à 6%. C'est prévu nous sommes déjà à 6% de taux d'inflation. Permettez que l'économiste nous explique. Le taux d'inflation communautaire. Oui. Mais on est aujourd'hui, vous avez parlé de l'huile de palme. C'est 50%. De quoi? Ça dit qu'on parle de 1000 francs à 1500. Je te prends un exemple. Ce n'est pas le taux global. Parce qu'après, quand on prend le taux d'inflation généralement, quand on le prend généralement, on va se retrouver peut-être à 7 ou à 8%. Non. Ce qui est extrême. Ce qui est excessif. Et je vais vous dire que, quelle que soit la croissance, si l'inflation augmente, alors ça neutralise, n'est-ce pas, la croissance. Parce que la croissance est constituée comme le contrepoids de la croissance. Si l'inflation augmente, malgré la croissance, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez vous rendre compte que la croissance est annihilée complètement par l'inflation. Or, dans notre cas, la croissance même n'est pas ce qu'on attendait. Parce que même quand on est arrivé en 2019, quand on voulait voir ce qu'on a eu comme croissance jusque-là, compte tenu des prévisions qu'il y avait dans notre notre programme économique, on s'est rendu compte qu'on n'était pas arrivé, on était à presque 4%. Alors qu'on avait prévu qu'on devait avoir dans les 6 à 7% pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre l'émergence en 2035. Donc, les objectifs n'ont pas été atteints. Ils ont d'ailleurs reconnu qu'ils n'ont pas atteint les objectifs et c'est pour ça qu'ils ont voulu faire un autre programme pour pouvoir repartir. Donc, ils sont toujours en dessous de leurs prévisions. Ils n'arrivent pas. Et aujourd'hui, avec tous les événements mondiaux dont on parle, que ce soit Covid-19, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit toutes les crises qu'il y a, la crise de nos eaux, ça va forcément tirer notre taux de croissance vers le bas. Et l'inflation étant en train d'aller galopant, ça va entraîner la pauvreté. Nous allons nous retrouver dans la pauvreté. Et pour terminer, je voudrais dire qu'on a dit tout à l'heure qu'il faut que certains produits soient faits localement ou bien que d'autres personnes puissent importer par exemple du poisson, de la pisciculture et tout. Mais vous avez oublié quelque chose. Il y a le cycle de distribution. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Vous pouvez importer du poisson et vous être incapable de distribuer. Il faut que le cycle... Parce que celui qui importe doit être celui qui a les infrastructures de distribution pour que ça puisse circuler. Donc, même les produits là, si on produit, c'est pour ça que je dis qu'il faut que les gens sensibilisent, que les gens circulent, parcourent villes et campagnes, villages et je ne sais pas où, pour pouvoir expliquer aux gens
la nécessité de consommer tel produit ou tel autre, ce que ça apporte à notre organisme. Parce que si on le fait, les gens vont avoir envie, n'est-ce pas, de les consommer. Et maintenant, il faudrait mettre sur pied les mécanismes qui vont permettre à ces produits-là de partir de là où ces produits sont pour arriver aux consommations. Et vous prenez, pour finir, prenez par exemple le cas de la tomate. Quand on va dans le Bamboutos ou dans le Noun acheter des tomates, généralement, on les apporte. Vous venez ici au marché Sandaka, vous allez voir, qu'on va vous dire que le cajot de tomates cassées coûte tant. Coûte peut-être 1000 francs. Les écrasés coûtent 800. Les tomates en bon état coûtent 1500. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les produits sortent de la ferme ou du champ, en arrivant ici, on peut perdre 30% de la production. Parce qu'il y a d'autres chaînes de valeur qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire le conditionnement, les conditions de transport, etc., etc. Tout cela doit être organisé. Qui doit organiser? C'est les gens qui nous gouvernent qui doivent mettre sur pied les mécanismes qui doivent nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir des nouvelles chaînes de valeur qui vont créer la plus-value et permettre aux gens de se développer. Mais ils sont là, ils ne font que raconter ce qu'ils racontent. Personne ne voit rien sur le terrain, on ne voit pas ce qu'ils font. Et le budget, on sort de cette émission avec vous. Qu'est-ce que vous dites à ces mamans-là? Pas à nous, je veux dire, à ces mamans-là, en des thèmes qu'elles peuvent comprendre. Je parle à la mère de famille. Voilà, à ces mamans-là qui vivent, à ces mamans, permettez que je finisse, à ces mamans qui vivent l'inflation, ces mamans qui ont des familles à nourrir, qui sont allées peut-être au marché avec 1850 francs CFA pour acheter 1 kg de maquereau à consommer peut-être pendant 2 jours et qui arrivent, qui trouvent que c'est désormais 2200 francs. Ces mamans qui trouvent que l'huile de palme, 1,5 litre, c'est désormais 1500 francs. Qu'est-ce que vous dites à ces mamans-là qui constatent, qui subissent l'inflation au jour le jour, à ces mamans-là? Qu'est-ce que vous leur dites? Bon, je l'ai déjà dit. Je veux dire des thèmes qu'elles peuvent comprendre à ces mamans. Oui. Parler aux mamans. Oui. Bon, moi, je me dis, l'État fait de son mieux. Bon, maintenant, il appartient aux associations, aux partis politiques, aux groupes communautaires d'organiser l'éducation et la formation des populations à la base. C'est ce que vous dites aux mamans? Je veux dire, parler aux mamans, pas... Elle ne peut pas les regarder en face, elle ne peut pas les regarder en face. Non, je veux dire, des mamans comme vous nous regardent en ce moment. Je veux dire, qu'est-ce que vous leur dites à ces mamans? Cette maman de Bepanda, cette maman de Fongo Tongo, cette maman, qu'est-ce que vous dites à ces mamans-là qui vivent, qui subissent l'inflation? Je connais la source de l'inflation. Oui. Donc, ce n'est pas au niveau de ces mamans-là. Parce que même si on le leur dit... Il y a la source, il y a ceux qui subissent l'impact. Oui, tout le monde subit. Voilà, je veux dire, c'est pour ça que je demande de parler à ces mamans-là. Oui. Un fonctionnaire, votre salaire sert à toute votre communauté. Et quand votre salaire diminue, l'impact touche à tous ceux qui bénéficient de votre aide. Bon, les mamans qui sont là, il faut leur expliquer en langue, c'est pour cela que j'ai parlé d'alphabétisation. Expliquez à ces mamans. Bon, il y en a qui comprennent le français. Écoutez, je ne dis pas une chose qui n'est pas faisable. L'inflation n'est pas... les mamans ne sont pas la cause de cette inflation. L'inflation, j'ai parlé de la restructuration de l'économie camerounaise. Et si l'on veut, par exemple, qu'il y ait baisse du cours de l'huile, par exemple, il faut avoir le protectionnisme stratégique. Est-ce qu'elles comprennent ce que vous dites, professeur? Madame, écoutez, je ne vais pas venir parler ma langue ici. Non, je veux dire... Je parle simplement. Ce que je dis, je ne vais pas venir parler ma langue, je ne parle pas la langue de tous les Camerounais. Donc, je dis que ce que j'appelle le protectionnisme... Chère maman, écoutez ce que le professeur Koyok dit. Ce que j'appelle le protectionnisme stratégique, ça veut simplement dire, comme nous avons des problèmes de l'huile de palme, qu'on interdise l'exportation de l'huile de palme. Et puis maintenant, on encourage les Camerounais à vendre leur huile sur place, au lieu de la vendre au Gabon, au Nigeria et partout. Il n'y a pas que l'huile, il y a la banane. Merci. Bon. Donc, en ce moment-là, nous voulons que les Camerounais, parce que nous avons les terres fertiles. Bon, tous les Camerounais ne vivent pas seulement du poisson, maquereau et tout le reste. Mais ceux qui peuvent faire la pisciculture, ils doivent être appuyés au niveau des intrants
Et je voulais vous dire que, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le Minader a les antennes dans toutes les régions du Cameroun, dans tous les départements du Cameroun. Mais c'est les gens qui n'ont pas l'information que, écoutez, on est arrivé au thème de l'émission. Ils n'ont pas l'information que ces antennes-là donnent des subventions non remboursables. Professeur, je vous ai demandé de parler au moment. Vous avez dit ce que le gouvernement, ce qu'il faut faire au Cameroun, ce qu'il faut faire, mais vous n'avez pas adressé de message à ces mamans qui subissent. Je veux dire, vous n'avez pas adressé de message à ces mamans qui ne sont pas la cause de l'inflation, mais qui subissent l'inflation. Vous avez dit ce qu'il faut faire. Il faut revoir l'économie du Cameroun. Mais qu'est-ce que vous reçoivent des subventions non remboursables. Ces mamans qui sont partout dans le Cameroun. Je veux dire, il y a PACA, il y a ACFA, il y a le Piaja, mais ils ne connaissent pas que... Ça, ce sont les retraités. Ils volent tout cet argent. Ils volent ça. Merci. Je vous ai dit, le problème, c'est que nous avons vu que tous les pays occidentaux subventionnent leur agriculture. Et nous avons travaillé pendant 5 ans pour sensibiliser. On est arrivé au thème de l'émission. Merci professeur d'avoir été avec nous. Merci à vous, Mathurin Billeul d'avoir été là. Merci Marcus Mandeki. Merci à vous Emmanuel Kounié. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30 et demain lundi lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve très vite sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bon dimanche.